Je vais vous parler de la 4e révolution industrielle, je vais vous parler de l'Europe, je vais vous parler du monde. Quand on parle de finance et quand on parle d'économie aujourd'hui, on est obligé d'avoir une réflexion qui, à un certain moment, va devoir dévier aussi vers la géopolitique, va devoir dévier vers la technologie, on va y revenir tout à l'heure. Peut-être si on devait commencer pour essayer de situer le sujet, il faudrait parler avant la première révolution industrielle. Avant la première révolution, puisque là on va parler de la numéro 4, la numéro 1, grosso modo, elle commence au milieu du XVIIIe siècle. Elle va véritablement s'accélérer au XIXe siècle. On va dire que le XIXe siècle est le siècle de la première révolution industrielle. Et puis ensuite, nous avons la 2e révolution industrielle à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle. Puis on a une fausse révolution industrielle, la numéro 3, dans les années 1960. Si on prend les repères, la première révolution industrielle, c'est l'industrie, c'est le moteur à vapeur, c'est l'acier, c'est, on va dire, le grand changement de civilisation qu'a connu notamment la France, qu'ont connu les Européens. Nous étions, à la fin du XVIIIe siècle, une civilisation essentiellement agricole. 95% de la population du monde et de l'Europe vivait à la campagne. Les villes n'étaient un endroit où l'on allait que pour faire du commerce, on l'a oublié peut-être ça. C'était l'endroit où on venait commercer, on partait après de la ville, et éventuellement on venait dans la ville pour, évidemment, une autre raison moins agréable, quand le pays était envahi. C'était l'endroit où éventuellement on pouvait se réfugier. Les villes n'avaient que cette caractéristique, elles ne l'ont eue pendant des millénaires. La révolution industrielle, numéro 1, a fait que peu à peu, dans les villes, se sont retrouvés aujourd'hui 98% de la population mondiale. Donc c'est une révolution industrielle, c'est ça. C'est quelque chose qui bouleverse complètement le mode de fonctionnement d'une société à partir en général d'une grande évolution scientifique. On dit, vous voyez, la science, elle évolue de manière linéaire, et de temps en temps, elle fait un bond quantique. De temps en temps, vraiment, elle va bouleverser complètement la connaissance. On a l'impression d'une accélération absolument incroyable. La première révolution industrielle, oui, ce sont d'abord les savants du siècle des Lumières, XVIIIe siècle, qui pensent différemment et qui vont permettre d'avoir une technologie nouvelle. Et cette technologie nouvelle va donner lieu à une nouvelle forme de production, à une nouvelle forme de consommation, à une nouvelle forme de mode de vie. Une révolution industrielle, c'est ça. C'est vraiment quelque chose qui est inimaginable quand on n'y est pas. Vous voyez, c'était inimaginable à Luçon ou à La Roche-sur-Yon en 1750 de penser au monde tel qu'il serait en 1900. C'était impossible d'arriver à se le figurer. Une révolution industrielle, c'est ça. C'est vraiment quelque chose qui va faire que, au départ, vous ne pouvez pas vous figurer le futur. On ne peut pas le faire. Et au fur et à mesure que les choses avancent, on se rend compte à quel point le futur va être différent de notre passé. Alors le cerveau humain est super bien fait, c'est-à-dire qu'il efface le passé. En fait, vous perdez les références d'avant et vous vous retrouvez à ne comprendre que les références du moment et à vous préparer, à vous adapter sans arrêt aux références nouvelles qui sont en train d'apparaître. La 4e révolution industrielle commence juste en ce début du XXIe siècle. On dit qu'elle aura 1000 marches, on en a à peine monté 2. On considère que cette révolution industrielle numéro 4 est la plus importante de tous les temps. Ça veut dire que celle dont je vous ai parlé, la numéro 1, quand vous réfléchissez, 1750, et la manière dont on est 1850, 1880, 1890, eh bien, cette révolution-là, elle est beaucoup plus petite que celle qui nous attend. La numéro 2 était pas mal quand même, elle est un peu moins importante, mais c'est quand même l'électricité et le moteur à pétrole. Quand on dit 1880, 1930, 40, on va dire, la 2e révolution industrielle, on imagine tout d'un coup plus d'électricité, tout d'un coup plus d'automobile. La vie n'est plus du tout la même. J'ai eu la chance d'avoir mon papa qui est né en 1913 et mort en 2013. En fait, il a connu la 2e révolution industrielle. Il me racontait
à la toute fin de sa vie d'ailleurs, parce que c'était assez curieux, on n'en avait jamais parlé avant. Il me disait, donc sur les quais de Bordeaux, mon grand-père avait été l'un des premiers à installer l'électricité. Enfin, installer l'électricité. Il avait une ampoule électrique dans le salon. Hein. Et mon père me raconte, c'est-à-dire il se souvenait, mon père, vous voyez, c'est tout d'un coup une proximité bizarre, hein, que le soir, l'hiver, vers 18h, les gens arrivaient. Alors ma grand-mère mettait les sièges préparés, les gens arrivaient, ils s'asseyaient, et ils attendaient mon grand-père. Et mon grand-père, qui était un peu cabotin, vous voyez que ça a été héréditaire, donc mon grand-père arrivait, et là, il avait le cou qui marchait, clac, il allumait la lumière en touchant l'interrupteur. Et là, tout le monde était incroyable. Vous voyez, ça nous fait sourire. Hein, ça nous fait sourire parce qu'on dit quand même, mais quand même, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents étaient comme ça, étonnés par l'électricité. Moi, ce que me disait mon père, il me disait, tu vois, en fait, les gens ne comprenaient pas nécessairement ce qui allait se passer. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'un jour, sur les quais de Bordeaux, il y allait y avoir un tramway, qu'ils allaient prendre, pour aller à Paris, pas à La Roche-sur-Yon, on est d'accord, un TGV qui allait rouler à 400 km/h. Ils ne pouvaient pas imaginer que l'électricité, ça allait être ça. Que ça allait être quelque chose qui, par exemple, leur donnerait un téléphone qui leur permettrait de parler ou de voir leurs enfants à 1000 km d'ici. Ils ne l'imaginaient pas et en même temps, ils sentaient qu'il y avait un truc important. Ils étaient là, ils regardaient l'ampoule s'allumer. Et ils disaient, la révolution industrielle est probablement en train de commencer. Mon père me racontait toujours pareil que sur les quais de Bordeaux, il y avait, quand il était petit, c'est-à-dire même quand il s'en souvenait bien, jusqu'à 15 ans, vous voyez, donc ça fait 1928, 25. C'était surtout des voitures à cheval qui passaient. Et un jour, il s'est rendu compte que, en fait, c'était plus le cheval qui était majoritaire. C'était les automobiles. C'est-à-dire que ça s'est fait naturellement, doucement, et en même temps très vite. Et peu à peu, le cerveau humain évacue tout ce qui représentait en fait l'approche d'avant. En 1900, il y a quasiment 1 million de chevaux dans la région parisienne. 1 million, c'est un tout petit peu d'avant où naît mon papa, mais enfin quand même, 1900, vous voyez, mon grand-père que j'ai connu était très très largement vivant. 1 million de chevaux. En 1900, quelqu'un qui a un très beau commerce prospère de maréchal ferrant dans Paris, il cède cette très belle entreprise à ses enfants, en leur disant « Votre fortune est faite, vous avez de la chance quand même. Ça fait des générations que nous mettons des fers aux chevaux, vous allez avoir cette chance incroyable que finalement, vous serez riche pour toute votre vie grâce à ce commerce prospère. » Ben oui, mais en 1900... le monsieur, parce qu'à l'époque, c'est quand même les messieurs hein, et les filles, c'est comme ça que ça marche en 1900, il se transmettait l'entreprise en disant il y a eu des chevaux dans Paris depuis 10 000, 15 000 ans. Hein. Tu auras toujours, tu vois, oui, il va y avoir du progrès, il y a des choses qui sont en train de changer, mais tu auras toujours des chevaux, bien sûr. Ils ne pouvaient pas imaginer que leur fils ou leur petit-fils ou leur fille ou leur petite-fille seraient 30 ans plus tard pompistes. Bah oui, c'était ça. C'est-à-dire, non, c'était pas qu'on a détruit de l'emploi, parce que là, on va peut-être déjà arriver sur des sujets qu'il faudra évoquer. C'est que des emplois ont totalement disparu et d'autres sont apparus. Évidemment, si vous avez pensé tout de suite à transformer votre commerce maréchal ferrant en pompiste, en 1930, vous êtes roi du macadam, qui commence à apparaître dans Paris. Hein. Donc, pas beaucoup, hein. Il y avait encore beaucoup de pavés. Mais là, effectivement, vous êtes celui qui va être en pointe. Si, bêtement, vous avez pensé que, quand même, il y aura toujours des chevaux dans Paris, bien en 1930, il n'y en a plus que 4000. Alors, une fois que vous avez changé 4 fois les sabots des chevaux par an, et bien vous vous retrouvez effectivement probablement au chômage. Et aujourd'hui, à Paris, il y en a 1000 quand la garde nationale est à Paris, parce que sinon, il n'y a même pas 1000 chevaux dans Paris. Vous voyez, en 110 ans, on a complètement basculé, complètement changé. Et là, lorsqu'on est en train d'évoquer la révolution industrielle numéro 4, nous sommes en 2019, vous pouvez commencer peut-être à faire le test du cheval et de la pompe à essence avec vos enfants, vos petits-enfants. Alors disant, tu sais, cette année, c'est un truc incroyable, on va voir disparaître les annuaires téléphoniques.
Et là, ils vont vous regarder en disant, un annuaire, c'est quoi, papa, maman? Alors là, vous lui montrez l'annuaire téléphonique. Celui, vous vous souvenez quand même, il y a 10 ans, quand il est arrivé dans la maison, on se précipitait dans l'annuaire. Je pense que tout le monde faisait ça pour aller vérifier si on n'avait pas fait d'erreur sur son propre numéro, hein, en disant quand même, il suffit de juste une erreur de chiffre, et là, tout d'un coup, on n'a plus de téléphone, ou en tout cas, on nous appelle plus. Et puis, on commençait après à regarder à droite, à gauche. Vous montrez ça à nos enfants. Un truc, vous voyez, ils ouvrent cet énorme machin de papier avec des chiffres partout. Ils vous disent, mais c'est quoi ça, hein? Et là, vous allez leur dire, bah, ça c'est... non, bah oui, laisse tomber. Non, ça ne sert à rien de te dire ce que c'est. Ça servira plus à rien. Aujourd'hui, effectivement, c'est totalement inutile. Il y a 10 ans, vous connaissiez en moyenne 60 numéros de téléphone par cœur. En moyenne, ça dépendait des gens qui avaient soit beaucoup d'amis, soit une très forte mémoire. Mais vous voyez, quand vous étiez dans une cabine téléphonique, oui, là aussi, là, vous montrez ça à vos enfants, vous avez une cabine téléphonique, mais ça servait. Ben là, tu avais un téléphone qui était relié. Ben ouais, c'est vrai que c'est pas clair. Oui. Donc, mais, et pourquoi c'était fermé comme ça? Ben oui, c'est vrai, au fait, c'était pour qu'on n'entende pas quand tu téléphones. Oui, aujourd'hui, c'est peut-être ça un inconvénient du progrès, c'est que tout le monde entend quand on téléphone. Mais quand vous êtes en train de dire, il y a 10 ans, dans ma cabine téléphonique, quand déjà sont apparues les cartes, et que j'avais possibilité de téléphoner, si je ne connaissais pas le numéro par cœur, je faisais comment? J'avais le téléphone, mais je ne pouvais pas appeler. Notre cerveau, on est des milliards d'humains, des milliards de cerveaux étaient encombrés des numéros de téléphone qu'il fallait apprendre par cœur et surtout pas oublier. Aujourd'hui, vous avez même oublié le numéro de téléphone de votre conjoint. Enfin, je vous conseille quand même celui-là peut-être de le savoir par cœur parce que ça pourra énerver votre conjoint si vraiment vous ne savez pas le numéro de téléphone alors que votre téléphone portable est tombé en panne. Comment? Mais tu ne sais même pas mon numéro. Ben, j'ai oublié. Je l'ai oublié. C'est-à-dire que nous sommes déjà en train de changer de monde. Nous changeons de monde et ça se fait comme ça, en douceur, même si c'est ultra accéléré. Vous voyez, quel jour, vraiment, vous avez oublié le numéro de téléphone de votre grand-tante? Quel jour? C'est arrivé. Depuis il y a 10 ans, là, ça s'est passé. Il y a un moment donné, vous le connaissiez par cœur et tout d'un coup, là, maintenant, vous êtes en train de dire, mais c'est dingue, je m'en souviens plus. C'est pas que vous avez perdu la mémoire, c'est votre cerveau est super, super intelligent et qu'il a dit, c'est plus la peine de garder ce truc-là en mémoire. Je libère de la mémoire vive. Une révolution industrielle, c'est ce genre de choses. Brutalement, vous allez avoir une libération de la mémoire vive de votre cerveau, mais pas uniquement. Nous sommes dans une rupture d'une profondeur aussi forte que celle que je viens de vous évoquer lorsque je vous ai parlé du cheval et de la voiture, lorsque je vous ai parlé du monde des campagnes, du monde des villes. La rupture qui commence, elle est de cette puissance-là. Alors, comme j'ai un tout petit peu de temps quand même, grâce au CERA, je peux un tout petit peu quand même évoquer l'autre type de rupture dans lequel nous sommes, les deux éléments pouvant se croiser. Tout d'un coup, quand même, vous voyez, dans une sorte de pré-introduction à la 4e révolution industrielle, on se remet dans le contexte. 1820, donc grosso modo début de la première révolution industrielle. La première puissance du monde en PIB, pour autant qu'on puisse la reconstituer, 1820, la Chine. 1820, deuxième puissance du monde en PIB, pour autant qu'on puisse le reconstituer, l'Inde. Est-ce que c'est une surprise? Non, non, c'est normal, c'était les deux plus grandes populations du monde. 2020, enfin l'année prochaine, on peut dire 2020, nous sommes en train de fermer cette parenthèse de 2 siècles. Une parenthèse pendant laquelle les plus grandes puissances du monde n'ont pas été les plus grandes démographies du monde. Normalement, pendant que on va dire, l'humanité a fonctionné avant les révolutions industrielles, eh bien, c'était toujours la plus grande démographie, la plus dynamique, qui était la plus grande puissance politique. Si on récapitule très vite, 17e, on va dire 16e, 17e, l'Espagne. 17e, 18e, la France. 18e, 19e, la Grande-Bretagne. 20e, les États-Unis. Nous sommes en train de fermer la parenthèse. Eh bien, ce qui va se passer au XXIe siècle, et ce vers quoi nous allons à coup quasiment sûr, c'est que la première puissance démographique du monde s'appelle la Chine, et que la Chine sera la première puissance du monde. Et elle n'en est déjà pas loin. Et que d'ailleurs, ce qui inquiète les Chinois à terme, ce n'est pas tellement l'Occident, l'Europe, puisque nous sommes évidemment dans des discussions européennes actuellement, ce n'est même pas les États-Unis, c'est le grand voisin. Celui qui a une démographie plus dynamique qui s'appelle l'Inde.
Et les Chinois, avant la fin du XXIe siècle, savent qu'ils vont avoir probablement une vraie concurrence, une vraie compétition au sein de l'Asie, le plus grand continent démographiquement parlant du monde au XXIe siècle. Et cette compétition, ce sera entre l'Inde et la Chine. Et d'ailleurs, au passage, lorsque nous sommes en train de regarder les signes de compétition, et là, révolution industrielle ou pas, les humains restent les mêmes, hein, surtout, soyons bien clairs, quand je vais vous parler de révolution industrielle, je ne vais vous pas parler d'un monde utopique, hein, d'un monde naïf. Les humains puissants, ils se font la guerre, hein, depuis toujours. Hein. Et là, on voit bien qu'effectivement, les deux plus grands budgets militaires, en tout cas en pourcentage en augmentation, bon, le plus grand, c'est toujours la puissance du XXe siècle, les États-Unis, mais juste après, donc maintenant, nous avons la Chine. Et maintenant, parmi les premiers équipements d'armes conventionnelles du monde, nous avons l'Inde, juste après. Alors l'Inde se prépare à se bagarrer contre le Pakistan. C'est pour ça que les deux pays ont la bombe atomique. Mais elle se prépare quand même à se bagarrer avec le pays pour lequel elle a fait la dernière guerre. C'était à la fin des années 60, c'est-à-dire la Chine. Nous sommes bien, effectivement, dans un changement de superpuissance. Ça a à voir avec la 4e révolution industrielle? Oui et non, on va y revenir tout à l'heure. Mais quand même, c'est un élément qu'il faut avoir à l'esprit quand on est européen, parce que quand on est européen, non, même quand on est occidental, on a tendance quand même à écrire le futur à partir de ce qu'on a connu depuis 200 ans. C'est-à-dire la domination de l'Occident, des valeurs. Je voyais mon ami André Comte-Sponville tout à l'heure, en disant les valeurs de l'Occident. Oui, les valeurs de l'Occident, ce sont les nôtres. Les valeurs de l'Europe, ce sont les nôtres. Mais ce sont des valeurs qui, pour la première fois au XXIe siècle, vont devenir des valeurs minoritaires. Enfin, même plus que minoritaires, secondaires. La plus grande puissance du monde ne sera pas une puissance occidentale. Ça change tout. C'est extrêmement important à avoir à l'esprit, parce qu'effectivement, lorsqu'on va parler du nouveau monde, il faudra bien comprendre que ce contexte-là aussi est en train de changer. Là, répétons-le, comme tout à l'heure je l'évoquais pour la révolution industrielle, c'est quelque chose que nous n'imaginons pas, nous, Européens. On n'imagine pas le moment où ce ne sera plus l'Occident, nos valeurs, à nous, qui deviendront, je dirais, des valeurs accessoires, secondaires, qui ne seront plus ce que nous avons pensé, ce que nous avons cru pendant 2 siècles, que c'était des valeurs universelles. Nous devons commencer à nous préparer à cela. La Chine ne sera pas un leader mondial comme l'ont été les leaders occidentaux. Nous devons bien comprendre que la Chine sera le leader du monde, mais ce ne sera pas un occidental. Et donc, elle n'aura pas un mode de fonctionnement comme peuvent les avoir les grands leaders d'Occident, comme l'ont eu les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France ou l'Espagne. Par exemple, vous voyez, je peux déjà vous dire à coup sûr qu'à la fin du XXIe siècle, si vous en avez l'ambition, vous aurez toutes les difficultés à devenir chinois. Ben oui, vous voyez, les grands leaders occidentaux, ils disaient, nous sommes les leaders du monde et ceux qui veulent nous rejoindre vont faire partie de notre pays. Ils vont avoir notre culture, ils deviendront, avant des Français, puis des Anglais, puis des Américains. Les Chinois, non. La Chine ne s'envisage pas comme étant une grande puissance qui va proposer au monde le modèle que tout le monde devra accepter. C'est l'empire du milieu, la Chine. C'est le centre du monde. Et donc, ça signifie effectivement que la Chine retrouvera la place qu'elle estime être la sienne, c'est-à-dire la place numéro 1, et que, autour, le reste du monde s'agencera un peu comme il souhaitera, pourvu que la Chine puisse avoir les éléments dont elle aura besoin. Vous voyez, quand on est en train de parler des routes de la soie, qui est le grand programme que développe aujourd'hui le président Xi Jinping, qui est un président, effectivement, dont on pensait qu'il allait devenir de plus en plus occidental. Vous voyez, les Occidentaux ont eu, il y a encore quelques temps, et parfois ont encore cette vision en disant, parce qu'ils mangent des hamburgers McDonald's, ils vont devenir des Américains. Non, détrompez-vous. Peu à peu, les hamburgers vont devenir chinois. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Le président Xi Jinping, on pensait qu'il allait devenir démocrate, parce qu'on disait, tous les pays du monde vont devenir démocrates comme les Occidentaux. Et là, lors du 19e congrès du Parti communiste, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps, c'était il y a 2 ans, enfin même pas 2 ans, le président Xi Jinping, très clairement, a expliqué qu'on n'était pas du tout dans un processus de libéralisation politique. D'ailleurs, en Chine, les gens qui ne comprenaient pas ont compris qu'il fallait qu'ils comprennent vite.
Et d'ailleurs, certains n'ont pas compris. Et d'ailleurs, ces gens-là ont disparu. On ne sait pas très bien où ils sont. Parfois, on le sait, mais on sait qu'effectivement, ils regrettent beaucoup le moment où, finalement, ils étaient prêts à dire au président Xi Jinping qu'il adorait et qu'il considérait que ce serait le président à vie. Normalement, en Chine, vous voyez, un président fait 2 mandats de 5 ans. Et donc, c'est le 2e mandat de Xi Jinping qui a commencé en 2019, 19e congrès. Et logiquement, dans le 2e mandat, vous aviez le vice-président qui allait devenir président. C'est-à-dire, c'est en général un vice-président plus jeune, quoi, hein, qui était déjà en train de se préparer et dont on savait qu'il allait être le président au bout des 10 ans de mandat double qu'avait réalisé le président précédent. Donc là, cette fois-ci, le président est beaucoup plus âgé que le président. Et donc, il n'y a pas réellement de successeur. D'ailleurs, le président Xi Jinping, on l'appelle maintenant le cœur du Parti communiste chinois, comme on avait appelé Mao, le cœur du Parti communiste chinois. Vous voyez, le cœur dans un corps chinois comme dans un corps européen, c'est le truc dont on ne se sépare pas au bout de 10 ans. Hein. Tant qu'il est en train de battre, on a tendance à l'utiliser, et même, on va dire, qu'on l'écoute sans arrêt. Le cœur du Parti communiste chinois. Donc effectivement, Xi Jinping, lorsqu'il a entamé son second mandat, donc second mandat probablement qui va durer longtemps, on est d'accord. Donc Xi Jinping est arrivé avec ce triple projet, ou ce projet triple des routes de la soie. Les routes de la soie, elles sont 3. Vous en avez une vers l'Afrique, une vers le Proche-Orient, et la 3e vers l'Europe. En fait, les 2 premières routes de la soie sont très claires. Ce sont des routes de la soie qui sont des artères. Elles ont pour but de faire remonter le sang dont a besoin l'économie chinoise vers la Chine. En clair, de la matière première, de l'énergie et tous les types de matières premières qu'on peut trouver en Afrique. Avec évidemment un peu d'échange. Mais l'échange, il est surtout pour bien préparer les artères. C'est-à-dire, quand on fait une grande autoroute en Afrique financée par la Chine, elle a pour but d'arriver au port sur la côte Est qui va permettre d'embarquer des marchandises vers la Chine, accessoirement d'en ramener de temps en temps. Mais c'est très clair, on n'est pas du tout dans la logique qu'ont pu connaître, par exemple, en Afrique, les Africains, quand ils vont parler de la puissance dominante française ou de la puissance dominante anglaise. On n'est pas dans une logique coloniale, pas du tout. Le but, c'est pas transformer l'Afrique en Chine, à aucun moment. C'est faire remonter de la richesse dont la Chine a besoin. La route de la soie européenne est un peu particulière, parce que celle-là, pour le moment, elle est vraiment à 2 sens. Elle a pour but de faire remonter actuellement des moyens, de la richesse vers la Chine. Donc, elle a pour but d'abord d'exporter. Exporter pour avoir de la richesse et pouvoir investir. Investir notamment dans cette 4e révolution industrielle. Je n'oublie pas mon exposé, mais je vous le répète, c'est important de bien planter le décor. Cette route de la soie, à terme, devrait probablement devenir, elle aussi, une route dans laquelle on rapatrierait de la matière ou des éléments dont on a besoin. Probablement pas beaucoup. Elle est moins importante à terme que les 2 précédentes. Le Proche-Orient et l'Afrique sont bien prioritaires. Actuellement, l'Europe est considérée comme très importante parce qu'elle permet de remonter la richesse d'un pays qui n'est pas encore le numéro 1, d'un pays qui est encore confronté au problème, on va dire, d'une population qui, pour une petite moitié, est encore une population très pauvre, très très pauvre, et qui donc va obliger à poursuivre le développement qui permettra à la Chine de véritablement devenir une grande puissance forte, uniforme. Alors, quand on est en train de parler de ces routes de la soie, on est d'accord qu'elles vont toutes dans le même sens. Elles ne vont pas vers le Pacifique. Elles ne vont pas vers les États-Unis. En effet, depuis la fin du premier mandat de Barack Obama, et évidemment le mandat de Donald Trump, les États-Unis sont rentrés dans une logique vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de l'Asie, qui est une logique dans laquelle ils comprennent, ils intègrent que nous sommes bien dans un changement de superpuissance. Et que le principe des États-Unis va être, comme toujours dans l'histoire, quand des moments se sont produits comme cela, pour essayer de ralentir le plus possible le changement de témoin. D'utiliser encore sa puissance numéro 1 pour empêcher la puissance numéro 2 de monter trop vite. Donc je ne vais pas faire trop de name dropping, mais quand même là, je vous en fais un solide. Quand j'ai eu l'occasion, c'est pas mal quand même, de rencontrer Bill Clinton. Eh ouais, quand même. Bon, ouais, honnêtement, on était assez nombreux dans la salle. Mais quand même, quand on avait écouté Bill Clinton, passionnant président des États-Unis, puisque président entre 1992 et 2000, le moment de la montée en puissance de la Chine,
la Chine commence son décollage, s'éveille, selon le mot d'Alain Perfit, à partir de 1989. C'est précis, hein. 1989, c'est le début de la mondialisation. C'est la chute du mur de Berlin. Ce sont les événements de Tiananmen. C'est en même temps la planète qui fonctionne ensemble. Il n'y a plus de guerre latente, il n'y a plus de guerre froide. Et nous avons des pays dits émergents qui vont commencer à démarrer. 1989. 3 ans après, Bill Clinton est élu à la surprise générale. Il nous dit « L'erreur majeure que nous avons faite, c'est une erreur de perspective. Mes économistes, à l'époque, on va dire au milieu de ces 2 mandats, mes économistes au milieu des années 90 estimaient que la Chine serait au niveau qu'elle avait en 2000. Ils estimaient en 95-94 que ce serait en 2030. C'est-à-dire, vous vous rendez compte, on dit toujours Dieu a inventé les économistes pour que les météorologues se sentent un peu moins seuls. Donc, oui, bon, vous vous trompez jamais quand vous dites qu'il va pleuvoir, mais sauf que vous aviez dit que ce serait après-demain. Donc non, ben non, oui, mais bon, on a une petite marge d'erreur. Bon, les économistes ont une très grosse marge d'erreur. Mais là, c'est une des erreurs historiques les plus importantes. Et Clinton nous disait, en fait, cette erreur d'appréciation, c'est probablement l'erreur la plus importante qu'ait faite l'Occident par rapport à la compréhension du monde qui allait venir. Et lorsqu'on parlait de ça, nous d'ailleurs, on parlait de ça en fonction de la crise qui va se déclencher en 2007. C'est-à-dire en disant, en réalité, une des explications de la crise, c'est de mésestimer la rapidité de croissance de la Chine, qui, quand elle a commencé à libérer véritablement son énergie, a eu des taux de croissance absolument vertigineux. Quand vous regardez aujourd'hui les Américains, nous voyons bien que les Américains disent il ne faut pas mésestimer la capacité de monter en puissance de la Chine. En revanche, il faut essayer d'utiliser au maximum toutes nos capacités pour empêcher que cette montée en puissance soit toujours aussi rapide que ce que nous avons connu pendant les dernières décennies. Et donc là, nous sommes au cœur de l'actualité brûlante. Donc hier, les marchés s'effondraient. Les marchés financiers s'effondraient. Et évidemment, quand je suis invité par Nantes, place financière, il faut que je parle des marchés. Alors, donc je vais parler... Ne t'inquiète pas, Philippe, je parle tout de suite d'aujourd'hui. Mais hier, effectivement, on perd 2-30%. Les marchés s'effondrent. Pourquoi ? Parce que la Chine est en train de répondre aux mesures de protectionnisme qu'a lancé le président Donald Trump à la fin de la semaine dernière. Donc là, on est vraiment dans le match, là, on est vraiment dans la négociation du quotidien. En réalité, donc, les États-Unis voient bien que la Chine a encore besoin de faire rentrer de la richesse des pays riches d'avant. La route de la soie vers l'Europe, les exportations vers les États-Unis. La Chine a encore besoin de cette richesse et par conséquent, elle est vulnérable si on ferme les frontières. Et donc Donald Trump, comme l'avait fait Barack Obama, je le répète, il n'y a pas eu une rupture si forte que ça dans le département d'État américain, dans la façon dont il a regardé la Chine. Simplement, effectivement, Donald Trump n'a pas tout à fait le même type de communication que Barack Obama, ça faut reconnaître. Ils n'ont pas le même type de coiffure non plus. Donc, bon. mais fondamentalement, quand même, quand vous regardez, vous avez une évolution qui était compréhensible, qui était lisible par rapport notamment aux 4 années du 2e mandat d'Obama. Toujours mon name dropping, les Clinton peuvent en parler puisque dans le 1er mandat d'Obama, la secrétaire d'État, c'est-à-dire la ministre des Affaires étrangères, était Hillary Clinton. Et elle a beaucoup parlé dans sa campagne, donc elle a perdu contre Donald Trump, mais justement de la manière dont les choses avaient évolué quand elle est partie, quand elle a quitté le département d'État. Et le moment où les États-Unis ont commencé vraiment à rentrer en opposition frontale avec la Chine. Donc effectivement, la semaine dernière, les négociations, tout d'un coup, s'arrêtent entre les États-Unis et la Chine sur la question du commerce entre les États-Unis et la Chine. Mais en réalité, quand on parle de les 2 superpuissances, on parle du commerce mondial. Pourquoi elles s'arrêtent ? Parce que les Américains voient que les engagements qu'ont pris les Chinois, au départ, sont des engagements qu'en fait, probablement, ils ne vont pas tenir. Effectivement, ils expliquent qu'ils s'étaient engagés à transformer un certain nombre de points sur lesquels la négociation allait bon train à Washington il y a 15 jours. Là, on est vraiment dans l'histoire immédiate. Une semaine après, ils disent « Oui, mais en fait, on ne va pas pouvoir les transformer en loi. » Alors que c'était l'engagement qu'ils avaient pris.
Bon, déjà, la transformation en loi n'est pas quand même une assurance tout risque vis-à-vis de l'économie chinoise. Mais là, lorsqu'ils sont en train de vous dire « on va voir si on peut aménager des règlements, honnêtement, on va faire tout notre possible, mais on n'est pas sûr quand même, par exemple, que sur la question de la propriété intellectuelle, sur les problèmes de transfert de technologie, ça puisse vraiment rentrer dans le droit chinois. » Vous comprenez, ce n'est pas le même droit que le droit américain. Ça, on comprend bien. Mais du coup, les Américains et Donald Trump, d'ailleurs, avec finalement un peu de retard, on s'attendait à qu'ils réagissent plus vite, disent « si ça continue comme ça, on casse tout et on commence à vous taxer les produits d'importation chinois ». N'oublions pas, la Chine a besoin des importations d'Occident, évidemment américaines, évidemment européennes. Vous vous souvenez que le président chinois a encore fait un tour en Europe il y a quelques jours et que le tour en Europe avait pour but d'abord d'assurer un certain nombre de marchés aux produits chinois, en voyant d'ailleurs que peut-être c'était mieux de négocier avec chaque pays d'Europe l'un après l'autre, en commençant par les plus faibles, plutôt que de négocier avec l'Europe tout entière. Ça marche très bien en Europe, c'est-à-dire qu'effectivement, vous en avez forcément un ou deux, pour pas dire plus, qui vont dire « ouais, mais nous, si on se dissocie, c'est nous qui allons tirer les marrons du feu ». C'est pas une bonne idée à terme. On est d'accord, la route de la soie européenne, elle n'a pas vocation éternellement à permettre de l'exportation européenne. Mais c'est toujours pareil, quand vous prenez des décisions politiques, vous n'êtes pas dans le long terme. Parfois, vous n'êtes même pas dans le moyen terme. Vous êtes souvent dans le très très court terme, c'est-à-dire le temps jusqu'à la prochaine élection. Et donc, on a vu effectivement, quand le président chinois est venu, que l'Europe pouvait parfaitement exploser lorsqu'il allait falloir regarder la manière dont on allait instaurer les relations entre l'Europe et la Chine de demain ou d'aujourd'hui. Les États-Unis, donc, elles, ne sont pas rentrées dans cette logique-là. Et donc, Donald Trump dit la semaine dernière, nous allons arrêter les négociations avec la Chine. Vous allez avoir une taxation à partir de vendredi. Alors, c'est les médias. Donc, Donald Trump, c'est un homme de médias. Donc, il connaît très bien comment ça marche. Il dit, c'est vendredi. Là, nous sommes au mois de mai. Eh bien, le lundi 12 mai, tout est taxé maintenant à 25%. En fait, médiatiquement, la décision est prise, mais l'application va mettre plus de temps. Nous, Européens, on a eu l'impression que tout d'un coup, tout était taxé. À la télévision, on racontait ça. En fait, non, les Américains ne sont pas complètement idiots non plus. Ils savent bien que la montée en puissance de la Chine est inexorable. Et donc, ils ont dit, bon, bah, ça devra se faire dans les 2 mois qui viennent. Ils laissent un peu plus de temps. Et ben, ça n'a pas raté. Aujourd'hui, effectivement, les Chinois, donc début de semaine, ont dit, nous aussi, on taxe. Et aujourd'hui, Donald Trump a dit, non, mais en fait, ce problème sur la question des taxes, c'est une petite querelle. C'est le terme qu'il a utilisé aujourd'hui. On n'avait pas compris ça, nous, d'Europe. Il y a une semaine, nous, on avait fait un C'est dans l'air spécial en disant, ça y est, la guerre commence. Donc, et puis là, effectivement, les marchés, donc Nantes, place financière, formidable, ont repris 1,21% aujourd'hui. Et si ça continue, ils reprendront 3% après-demain. Donc tout va bien. Nous avons effectivement réussi la réconciliation entre les États-Unis et la Chine. C'est qu'en réalité, entre les États-Unis et la Chine aujourd'hui, il est compliqué d'être dans une rupture complète. Les Américains savent bien qu'il va falloir essayer d'empêcher la Chine, vous notez que je ne pars pas dans le mauvais jeu de mots bridé, mais d'empêcher le moteur chinois de dépasser le moteur américain. Et en même temps, ils voient bien que la place de la Chine est telle aujourd'hui qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une crise économique en Chine qui ne contaminerait pas le restant des économies mondiales. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est inquiet, par exemple, sur le niveau d'endettement des entreprises chinoises. Parce qu'on sait qu'en matière financière, cela pourra avoir des conséquences. Et que s'il y a une crise financière chinoise, eh bien probablement le reste du monde, États-Unis compris, chercheront les moyens de répondre à cette crise pour qu'elle ne se propage pas dans le reste du monde. Donc nous sommes aujourd'hui dans cette situation qui est bien une situation d'entre-deux, une situation de négociation dans laquelle on sait qu'il ne peut pas y avoir rupture complète, on sait que chacune des 2 parties essaie de prendre le dessus sur l'autre, qu'inexorablement la Chine monte en puissance, mais que peut-être effectivement le moment où la Chine va devenir numéro 1 va peut-être prendre un peu de temps. Alors évidemment, par rapport à la semaine dernière, j'en termine vite sur cette toile de fond, mais quand même elle est aussi importante à retenir. Cette toile de fond, elle doit nous rappeler cet élément que souvent on évoque quand on parle de la situation actuelle, c'est-à-dire le risque de tension géopolitique. Je vous ai parlé d'histoire tout à l'heure. Il est évident que lorsque l'on compare notre situation, et même le président français Emmanuel Macron a été parfois accusé de faire le parallèle trop facilement, quand on compare notre situation, une crise terrible en 2007,
On la compare évidemment avec l'autre grande crise du capitalisme, 1929. La crise de 29, elle dure 10 ans. Si vous savez faire des mathématiques à haut niveau, vous voyez que 29 plus 10, ça nous fait 39. Vous dites, oui, d'accord, mais on voit comment ça finit. Ce n'est pas la fin d'une crise, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Notre crise a commencé en 2007, ça fait maintenant presque 12 ans. Ça fera 12 ans au mois d'août. Qu'est-ce qui nous attend à la fin de cette crise? Nous avons une montée de tensions géopolitiques. Nous avons d'ailleurs beaucoup de phénomènes qui ressemblent à l'après-crise de 1929. C'est-à-dire des phénomènes de protectionnisme, des phénomènes de nationalisme et des phénomènes de tensions géopolitiques. Nous sommes avec une période qui, effectivement, dans bien des points, peut sembler très inquiétante parce qu'elle ressemble beaucoup à une pré-guerre mondiale. D'autant, évidemment, que nous avons bien là 2 empires qui se font face, qu'on a évoqués, de chaque côté du Pacifique. 2 empires, je le disais tout à l'heure, qui sont les 2 premiers budgets militaires du monde. Donc, effectivement, ça fait beaucoup de points qui pourraient sembler inquiétants. Alors, lorsque nous regardons la tension géopolitique, on voit bien que les 2 camps se sont constitués. Ces 2 camps, si on doit les repérer, eh bien, on doit utiliser, là je ne fais pas référence à la Deuxième Guerre mondiale, mais à la première, ce qui n'est pas forcément plus rassurant, aux Balkans de notre époque. Les Balkans de notre époque, c'est la Syrie. Vous avez bien eu, là, comme on a eu dans les Balkans de 1914 ou de 1913, toutes les grandes puissances qui ont commencé à se mettre en position de défendre l'allié et d'attaquer l'ennemi, ce qui est toujours effectivement le plus dangereux quand vous avez un mécanisme de guerre qui peut se mettre en place. Là, dans la Syrie, nous avons vu quoi? Nous avons vu autour de la Syrie, qui est un pays à majorité sunnite dirigé par des chiites. Oui, peut-être. Il faut quand même souligner que dans ce monde du XXIe siècle qui commence, pour les gens de ma génération et des générations d'avant, il y a cette chose totalement étonnante que lorsque l'on parlait de risque de guerre mondiale, depuis 70 ans, on commençait par le conflit israélo-arabe. C'était toujours par là que pouvait venir l'étincelle qui mettrait le feu aux poudres généralisées. Eh bien, au XXIe siècle, ce n'est plus ce conflit qui est primordial. Il est toujours là, certes, mais il est très largement considéré comme secondaire par rapport à celui qui anime le monde musulman, entre la minorité chiite et la majorité sunnite. Nous sommes aujourd'hui avec la prééminence de ce conflit par rapport à tous les autres. La Syrie, dirigée par des chiites sur une majorité sunnite. Et donc, puisqu'elle est dirigée par des chiites, alliés au grand pays chiite du monde qui s'appelle l'Iran. Et là, tout d'un coup, évidemment, nous sommes avec les échos de ce qui se passe actuellement, de l'embargo que nous évoquions, que nous pourrions évoquer lorsqu'on parlera des États-Unis et des mesures qui sont prises dans les jours qui viennent de se passer. L'Iran chiite, donc allié naturel de la Syrie, qui depuis longtemps est dirigé par une minorité chiite. Alors après, c'est un tout petit peu compliqué, ce n'est pas des chiites purs, mais ils sont considérés comme chiites. Et du coup, ils ont développé, avec l'aide de l'Iran, une puissance importante au Liban, qui s'appelle Hezbollah. Hezbollah qui donc est bien ce qui représente le conflit avec Israël. Je vous rassure tout de suite, enfin je vous inquiète tout de suite, vous allez être totalement perdu par ce que je vous raconte, parce que nous, vu d'ici, on a beaucoup de mal à comprendre tout ce qui se passe au Proche-Orient. Hezbollah, chiite. Syrie, chiite. Irak, majorité chiite, dirigée longtemps par quelqu'un, Saddam Hussein, qui n'était pas vraiment chiite, en tout cas qui était laïque. Mais les guerres occidentales sont passées par là. Je ne sais pas si c'était vraiment stratégiquement ce qu'elles voulaient faire. Elles n'ont pas bien fait attention, mais on a mis à la tête de l'Irak des chiites. Vous me direz, c'est plus cohérent. Sauf que les chiites, du coup, sont voisins des autres chiites que sont les Iraniens. On a eu une guerre terrible entre l'Iran et l'Irak à la fin du XXe siècle, qui a fait plus d'1 million de morts, parce que les Iraniens voulaient que l'Irak soit dirigé par des chiites. Ils ont eu tort de faire la guerre, il suffisait d'attendre l'intervention des Occidentaux. Finalement, ça s'est passé. Et nous avons l'arc chiite, petit à petit, qui s'est constitué et qui descend même sous la Méditerranée, puisqu'il arrive dans un endroit où nous avons aussi une tension très très forte du point de vue géopolitique, qui s'appelle le Yémen. Au Yémen, les chiites sont en guerre ouverte contre les sunnites. Et là, on retrouve évidemment la coalition sunnite. La coalition sunnite, elle est menée par l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, donc, est une émanation de la Première et Seconde Guerre mondiale,
une émanation de l'absence de stratégie et de vision complète des Anglais et des Français. Il faut bien être très très clair. Il n'était absolument pas prévu qu'un pays aussi important, l'Arabie, vous voyez, quand on est romantique, c'est Laurence d'Arabie, c'est le film. Vous voyez, là, Aqaba, vous voyez, sur son chameau et tout, c'est magnifique. Oui, sauf que c'est les Anglais et les Français qui font n'importe quoi dans la zone. Enfin, ils font n'importe quoi. Ils sont focalisés sur un élément primordial et le reste, ils s'en fichent complètement, c'est sur le pétrole. Laurence d'Arabie, il n'est pas là uniquement pour aller voir si les musulmans sunnites sont bien dans le désert. Il est là parce que les Anglais ont évidemment repéré les champs pétrolifères et disent « ça, c'est l'avenir ». Vous me direz, ce n'était pas idiot, mais ce qui était vraiment complètement idiot, ce n'était pas du tout de se préoccuper de la géopolitique locale. L'Arabie saoudite, donc disais-je, le seul pays du monde à porter le nom du souverain qui la dirige, c'est-à-dire à dire à quel point c'est dans un pays qui est un pays totalement artificiel, créé par les Occidentaux après la Seconde Guerre mondiale, donc dirigé par la famille Ibn Saoud, comme son nom l'indique. Donc l'Arabie saoudite est leader du monde sunnite, opposé aux chiites, notamment aux chiites évidemment syriens, appuyant l'armée sunnite qui veut faire tomber le pouvoir syrien. Alors ceux qui sont tout de suite intéressés, c'est les Israéliens, en disant, nous, Hezbollah et chiites, s'il y a des sunnites qui n'aiment pas les chiites de Syrie, vous avez commencé à avoir du mal à suivre, ben oui, ben vous dites évidemment, moi je les appuie. Et quand les Israéliens disent ça, ils font appel au grand allié des sunnites saoudiens et des Israéliens, que sont les États-Unis. Et les États-Unis sont là, derrière, et disant à leurs alliés occidentaux, aux Européens, nous sommes là, effectivement, derrière cette opposition contre le chiisme. Vous pourriez dire, bon, déjà, c'est un peu compliqué, ça nous inquiète un peu, il y a eu pas mal d'attentats autour de ça, mais c'est rien à côté de ce qui s'est passé ensuite. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'Iran, sous embargo américain, à nouveau sous embargo américain autrefois, à nouveau sous embargo américain, l'Iran a fait appel à son premier client potentiel, celui des routes de la soie, qui dit « Ah, moi, vos réserves pétrolières m'intéressent beaucoup parce que j'ai besoin de faire rentrer de la matière première. » Et donc là, vous avez vu apparaître dans le front syrien, dans nos Balkans du monde moderne, nous avons apparaître les Chinois, qui sont arrivés en disant « Moi, je soutiens les chiites. » D'abord parce qu'ils ont du pétrole qui m'intéresse. Ensuite parce que j'ai des problèmes avec mes propres sunnites, qui s'appellent les Ouïghours. Et donc, par conséquent, quand les chiites et les sunnites se font la guerre, ça m'intéresse. Et donc là, on se retrouve effectivement avec une très grosse puissance qui est un tout petit peu gênante à gérer dans le coin. Et dans le coin aussi, on va dire même à l'extrémité du coin, vous avez une autre grande puissance qui arrive en disant « Moi, j'ai un problème avec les sunnites aussi, au passage. Donc, mes propres sunnites m'ont créé une guerre depuis de nombreuses années qui est en Tchétchénie. Si les sunnites et les chiites se disputent, ça me va très bien. Je sais que d'ailleurs, du point de vue sunnite, ça a été la cause de l'effondrement de mon empire en 1989. Eh bien, cette puissance, évidemment, vous l'avez reconnue, c'est la Russie. La Russie a dit « Moi, j'appuie les chiites aussi. » Parce que de toute façon, par ce biais-là, personne ne viendra dans ce que je considère être comme ma zone vitale, donc je dirais cette zone de début d'Asie. Je ne veux ni américain, ni israélien, ni sunnite là. En m'alliant avec les chiites, je suis sûr de faire barrage. Et donc là, on se retrouve avec beaucoup de grandes puissances qui sont les unes en face des autres et dont on se dit qu'il ne faudrait pas grand-chose pour déclencher l'étincelle. Alors juste pour terminer, en allant très très vite sur cette situation, on doit rajouter une autre puissance sunnite, qui normalement donc est alliée des États-Unis, qui d'ailleurs l'a été pendant de très très nombreuses années, depuis d'ailleurs l'autre très mauvaise gestion des Français et des Anglais après la Première Guerre mondiale, la très mauvaise gestion de la fin de l'Empire ottoman, qui était en réalité le pivot du monde musulman. L'Empire ottoman, les Turcs, donc, ont été gérés n'importe comment, vraiment n'importe comment, mais du coup, effectivement, nous avons aujourd'hui le retour de boomerang. La Turquie, sunnite, normalement alliée aux États-Unis, laïque officiellement depuis la révolution de Mustafa Kemal, la Turquie devenue beaucoup moins laïque depuis l'arrivée au pouvoir de M. Erdogan, la Turquie a décidé de basculer dans le camp, non pas des chiites qui ne sont pas vraiment sa tasse de thé, mais des Russes et des Chinois, parce que ceux-là, oui, ils l'intéressent beaucoup. Nous sommes aujourd'hui, mai 2019, avec la Turquie qui s'est rajoutée à ce niveau-là. Alors, je ne vais pas aller plus loin trop dans l'aspect géopolitique qui vous embrouillerait. Enfin, je pourrais vous dire quand même qu'il y a quelques éléments satellitaires complémentaires qu'on pourrait rajouter.
bon, qui est très loin évidemment du conflit syrien, mais par exemple, c'est la toute petite Corée du Nord. On est d'accord, hein, qu'il n'y a aucun doute, on ne les met pas dans le camp de l'Occident, ceux-là. Oui, hein, je vois que vous voyez à peu près à quoi je fais allusion. Nous avons quelques autres pays d'Afrique qui peuvent nous inquiéter parce que très clairement, ils ne sont pas non plus dans le camp de l'Occident. Nous avons quelques autres pays d'Asie dans lesquels on peut se poser des questions, l'Afghanistan, le Pakistan, comment vont-ils se positionner par rapport à ces questions, sunnisme, chiisme, et la manière dont éventuellement il faudra qu'ils prennent parti pour les uns ou pour les autres. Nous sommes dans cette situation qui est donc une situation dangereuse, explosive, dangereuse, sans qu'il y ait eu encore d'explosion. On voit quand même que les Chinois, la semaine dernière, savent utiliser cette arme-là. C'est-à-dire au moment où les négociations capotent à Washington sur la question du commerce, vous avez oublié, mais oui quand même, elles sont derrière. Hein. Le moment où les négociations capotent, eh bien c'est le moment aussi où les Chinois décident qu'effectivement, on ne peut pas continuer à avoir avec l'Iran une logique de fermeture complète et d'étouffement du régime des mollahs. Et lorsque les Iraniens disent on ne va pas pouvoir continuer comme ça, enfin quand ils le disent, ils disent en fait on va reprendre l'enrichissement de l'uranium bien au-delà de ce à quoi on s'était engagé en 2015. C'est-à-dire ce à quoi ils s'étaient engagés, c'est de faire de l'enrichissement d'uranium pour faire des centrales nucléaires. S'ils vont au-delà, eh bien ça veut dire qu'ils peuvent effectivement préparer une bombe atomique. Les Iraniens disent sans cesse c'est pas normal que les chiites soient les seules religions du monde à pas avoir une bombe atomique. Tout le monde en a sauf nous. En 2015, ils avaient dit bon, on accepte effectivement qu'on n'ait pas de bombe atomique parce que tout le monde sent bien aussi que s'ils préparent une bombe atomique, a priori, c'est avec un objectif très précis qui serait Israël. Et donc là, lorsque les Iraniens disent la semaine dernière, en Russie, à Moscou, est-ce que c'est le hasard? Non, évidemment. Hein, donc là, on est avec tous les éléments du puzzle qui se remettent en place. Nous allons reprendre l'enrichissement de l'uranium. Vous pouvez entendre, il faudrait peut-être quand même qu'on recommence à négocier avec les Chinois. Oui, je sais que ça semble indirect, mais c'est bien ce qui est en train de se passer. Les Chinois peuvent tout arrêter s'ils le veulent. L'enrichissement de l'uranium enrichi ou éventuellement les tensions avec le monde sunnite. Ils peuvent l'arrêter s'ils le veulent, comme les Américains aujourd'hui. Nous sommes bien dans cette question où les Européens, qui sont proches du Moyen-Orient, d'ailleurs ils devraient l'appeler comme avant le Proche-Orient, doivent se dire à un moment donné, ce serait bien qu'on rentre dans la négociation. Parce qu'on regarde de loin, mais à un moment donné, ça peut redevenir très proche. Vous savez, ça peut redevenir très proche très très vite. Hein. Comment? Eh bien tout simplement parce que dans la Turquie, dont je vous parlais tout à l'heure, les événements de Syrie, les événements du Proche-Orient ont précipité sur le territoire turc aujourd'hui 3,5 millions de réfugiés. L'Europe, tous les jours, est en train de payer la Turquie pour garder ces réfugiés à l'intérieur de leur camp. Et ça commence à poser un problème aux Turcs. Alors ça pose un problème à Erdogan parce qu'il a compris que ça posait un problème aux Européens, on est d'accord. Mais ça pose un vrai problème quand même aux Turcs. C'est-à-dire, quand ça dure depuis plusieurs années, ils disent, mais ces enfants qui sont arrivés, qui deviennent adolescents, qui vont devoir entrer dans une université comme ici, on fait comment? Alors les Européens disent, j'ai compris, vous voulez qu'on paye un peu plus? Bah oui, mais même à un moment donné, on se demande si ça va suffire. Et là, les Européens, évidemment, sont très très inquiets parce qu'ils savent qu'en 2015, lorsque nous avons eu la plus grave crise des migrants depuis 1945, ça venait de l'autre côté de la Méditerranée. Donc nous sommes, nous, Européens, avec cette discussion entre les superpuissances qui se passe dans des Balkans très proches de chez nous, avec des conséquences immédiates qui sont des éléments qu'il faudrait quand même qu'à un moment donné, on regarde de très près. Nous sommes dans cette situation début 2019. Alors, il faut que je vérifie le temps, parce que j'avais juré que ça allait être super positif, la conférence. Hein, donc là, vous êtes en train de dire, mais dis donc, quand même, ça me semble un tout petit peu inquiétant ce qu'il nous raconte. On est d'accord hein, que nous, vous voyez, quand on est en train de parler des marchés financiers, Philippe serait le premier à le reconnaître, en disant, si vous n'avez pas eu la dépêche que M. Trump aujourd'hui a dit qu'en fait, c'était une petite querelle entre la Chine et les États-Unis, vous seriez en train de tout vendre, vos actions. Dès lors que vous savez que c'est une toute petite querelle, vous dites peut-être ça vaut le coup de racheter, au moins temporairement. C'est bien ce qui est en train de se passer, Philippe, on est d'accord. Notez au passage, d'ailleurs, entre parenthèses, il y a aussi un truc très très étonnant, c'est qu'en Chine, les informations géopolitiques ne filtrent pas. Ce qui fait que les braves Chinois épargnants, qui n'ont pas la chance de venir écouter une conférence de Nantes Place Financière, il ne sait pas que les marchés vont baisser parce que
Tout d'un coup, les États-Unis n'en peuvent plus qu'on ait changé les termes de l'accord. Donc, les pauvres, ils gardent leurs actions et boum, tout s'effondre. La bourse de Shanghai perd 8%. Ils disent, mais personne ne m'avait dit. Alors on leur dit c'est la faute des Américains. Donc ils croient un peu, mais quand même quoi. Hein. Et ils sont toujours pas au courant quand Trump a dit que c'était une petite querelle. Hop, ce soir ça va remonter. L'investisseur chinois, enfin de base, je veux dire, le personne qui est en train de se demander où il place ses économies, il n'est pas au courant non plus que ça va remonter. Ça pourra poser à un terme un léger problème à la société chinoise et en particulier à l'épargnant chinois. C'est toujours pareil. Hein. Le président chinois, c'est un président tout puissant, mais il a quand même 1,4 milliard de citoyens derrière lui. Alors, 1,4 milliard, c'est beaucoup. Vous imaginez, hein, vous demandez à un président français gérer 65 millions de personnes, vous dites maintenant, t'imagines, tu gères 1,4 milliard. Et les Chinois ne sont pas forcément plus faciles à gérer que les Français. Hein, enfin, en tout cas, d'après ce que racontent les dirigeants chinois. Donc là, effectivement, il y aura peut-être quelque chose dont il faudra se méfier. Alors tout ça, quand je vous rajoute tout ça, vous êtes en train de me dire, mais là, on a très très peur. On est dans une situation hyper explosive, comme vous dites, quoi. C'est 10 ans après la plus grande crise qu'on ait jamais connue dans l'économie. On se retrouve dans une situation où vraiment il y a beaucoup de facteurs qui ressemblent à une pré-guerre mondiale. Alors pourquoi on doit être très très optimiste malgré tout? Parce qu'en 1939, donc 10 ans après la crise de 29, on était à la fin de la deuxième révolution industrielle. Elle était faite. Et d'ailleurs, on va dire qu'elle a terminé de se dérouler pendant la guerre mondiale. Les guerres sont des moments où les révolutions industrielles lancées continuent en général à bien fonctionner. C'était la fin d'une révolution industrielle. Nous sommes au début. Et ça change tout. Nous sommes au moment où toutes les cartes vont être redistribuées. Absolument toutes, y compris celles de la puissance. Nous sommes à un moment où nous pouvons nous retrouver d'un seul coup d'un seul avec la plus grande puissance du monde qui ne serait pas la plus grande puissance démographique. Si cette plus grande puissance du monde n'a pas décidé d'aller dans la révolution industrielle la plus importante de tous les temps. Bon, là, je vous inquiète, je vous rassure. Malheureusement, la Chine a bien compris. Hein, donc, je vous dis tout de suite, ils sont en train d'y aller à fond. Bon, mais après, effectivement, on va y revenir. Une révolution industrielle, on n'y gagne pas à tous les coups. On peut se tromper. Nous sommes dans un moment historique très particulier, un changement des temps, un changement de superpuissance, mais en même temps, la quatrième révolution industrielle incroyable qui commence. Alors, bon, là, j'anticipe tout de suite les questions que vous allez pouvoir poser. Hein. Vous voyez, je fais les deux séances en même temps. Hein, donc, mais pour ceux qui diraient, ouais, mais d'accord, mais est-ce que justement les superpuissants ne vont pas arrêter la révolution industrielle en se disant que ça peut rebattre les cartes, etc. Donc, ce n'est pas tellement notre avantage. Enfin, vous voyez, quand on parle révolution industrielle, si on regarde la manière dont Trump a dit finalement, nous, on va continuer à exploiter le pétrole en dépit des accords que nous avons signés à Paris dans la COP 21. On voit bien qu'une grande puissance peut très bien dire moi, je regarde dans le rétroviseur plutôt que dans le pare-brise. C'est possible. Sauf que les circonstances actuelles ne nous permettent pas de penser qu'on sera dans cette situation-là. Alors c'est là où peut-être il faut remettre la quatrième révolution industrielle dans le contexte. Le contexte de ce 21e siècle, quel est-il ? Au-delà même de ces petites querelles humaines pour savoir qui va être la superpuissance d'aujourd'hui ou de demain, quelle va être la culture dominante d'aujourd'hui ou de demain, l'humanité dans son ensemble a un double défi à gérer. Le premier défi, enfin on va dire les deux se relient. Le premier défi, c'est celui du dérèglement climatique. C'est notre petite fille suédoise que vous connaissez tous, hein, donc évidemment qu'on a vu partout, qui est en train de dire, alerter l'humanité, là, le problème, il est là, sur la question du dérèglement climatique. Alors, on a des climato-sceptiques. Je suis sûr qu'en Vendée, où vous avez une zone d'activité qui m'intéresse et qui me passionne, qui est l'agriculture, quand vous avez des agriculteurs, il n'y en a aucun qui est climato-sceptique. Dans ma région, à Bordeaux, il y a 30 ans, quand je faisais les vendanges pour financer mes études, quand je faisais les vendanges, tous les ans, il y avait sous autorisation préfectorale, hein, c'était tout à fait connu, l'autorisation d'injecter du sucre, ce qu'on appelle cheptéliser, pour faire monter l'alcool du vin. On utilisait 400 tonnes de sucre en moyenne à Bordeaux tous les ans. Il y a 30 ans. Aujourd'hui, vous avez 0 gramme de sucre. Aujourd'hui, on commence à faire les vendanges plus tôt. Pourquoi ? Parce que si vous les faites avec le raisin trop mûr, vous avez du vin qui sort à 16 degrés. On sort du vin algérien à Bordeaux, enfin qu'on appelait algérien il y a 30 ans. On est en train de changer les cépages. On est en train de planter des vignes en Grande-Bretagne.
Je veux dire, vous voyez, on prépare le Brexit à tout point de vue. Hein. Donc en disant, on aime beaucoup le vin de Bordeaux, d'ailleurs, on va le faire chez nous. C'est possible, le changement de climat, quand vous êtes dans l'agriculture, il y a zéro doute. Bon, Donald Trump, le président à la mèche orange que j'évoquais tout à l'heure, donc lui, dans sa campagne présidentielle, au départ, était totalement climato-sceptique. Après, il s'est rendu compte, notamment parce que le monde paysan américain lui disait non, président, là, enfin, il l'appelait déjà président, mais non, il y a vraiment un changement climatique. Donc il était parti après en disant, ouais, d'accord, bon, il y a eu des changements climatiques. Tiens, à l'époque, presque de Richelieu, ou en tout cas de son successeur, ou de son post-successeur, aux alentours des années 1700, 1710, on a eu ce qu'on a appelé la mini-glaciation. En 1709, vous aviez le grand hiver, ce qu'on a appelé le grand hiver, hein, c'est-à-dire la mer sur les côtes ici de Vendée qui était totalement gelée. C'était une banquise pendant pratiquement 200 mètres. Une banquise, mais vraiment très épaisse. On avait moins 50 degrés sur le continent européen. Tous les arbres ont crevé. 1710. Donc Trump disait, oui, mais est-ce que, en fait, on n'est pas dans un truc à peu près symétrique à celui qu'on avait eu. On a eu un refroidissement, là on ne sait pas comment, qui s'est arrêté au bout de 7-8 ans. Là on est dans un réchauffement, c'est l'inverse. Ça arrive sur la Terre, on a des fluctuations comme ça, effectivement, qui impressionnent les humains. Là où, évidemment, là on est beaucoup moins, je dirais, tranquille de ce point de vue, c'est en disant non, président, maintenant il est président. Non, ce n'est pas un réchauffement naturel. C'est un réchauffement qui est associé à l'activité humaine. Enfin, même, alors, et c'est là qu'évidemment, nous, ça nous intéresse, c'est lié au modèle économique qu'utilisent les humains en ce 21e siècle. Alors, évidemment, Donald Trump et les climato-sceptiques, mais qu'est-ce que vous me racontez? Le modèle économique, il est issu de la seconde révolution industrielle, des années 30, après la guerre. Donc, grosso modo, notre modèle économique, il s'est constitué en 1945-1950. C'est le même qu'on utilise aujourd'hui. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous raconter que ça fait un réchauffement climatique? Ça n'en faisait pas dans les années 60. Comment ça se fait, hein? Eh bien oui, mais c'est que là, nous arrivons sur le deuxième grand défi de l'humanité du XXIe siècle. C'est qu'à l'époque, nous étions 2,5 milliards d'humains. Et que le modèle économique qu'on appliquait à partir de 1945, en fait, il était appliqué par même pas 400 millions d'humains, c'est-à-dire les Occidentaux de l'époque. Aujourd'hui, le modèle économique en question, il est appliqué par... cette année, on va passer le cap des 7 milliards 777 777. C'est l'année de tous les 7, grosso modo entre octobre et novembre. Tac, tac, tac. Vous voyez, le compteur va passer à tous les 7 à un moment donné dans l'année. On n'est pas très sûr du moment, souvenez-vous ce que je vous ai dit sur les économistes, hein, donc on est quand même très, très modeste. On sait que ce sera aux alentours d'octobre-novembre, quoi. Hein, parce qu'il faut évidemment tenir compte du nombre de gens qui meurent et du nombre de gens qui vivent. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a un peu moins de 2 ans, on était 7,5 milliards. Ah, là, vous dites, ah oui, quand même, mais ça fait quand même une sacrée augmentation. On est, non, je dis un peu moins de 2 ans, j'exagère, un peu plus de 3 ans. On prend grosso modo 80 millions d'humains par an sur Terre. Plus 80 millions en comptant les naissances et en comptant les morts. Donc, ça veut dire effectivement que le modèle économique qui avait été élaboré pour 400 millions de personnes, il doit fonctionner pour 7,7 milliards, bientôt 8, bientôt 9, bientôt 10, bientôt 11 milliards d'humains. On est sûr que ça ne marche pas. On est sûr que ça ne marche pas. Alors là, évidemment, peut-être dans la salle, vous êtes certains en train de dire, donc, c'est sûr, on est trop nombreux, il faut arrêter d'avoir des humains sur Terre. Alors souvent, parfois, vous avez même des gens un peu cyniques qui disent, oui, j'ai compris, il faut une bonne guerre. Donc oui, non, c'est pas ça que nous allons dire, parce que nous avons une quatrième... Oui, j'en vois qui sourient, qui ont pensé, non, quand même. Alors, nous avons la 4e révolution industrielle. Peut-être quand même, juste au passage, pour être très clair, le problème de l'augmentation de l'humanité, de la population humaine, qu'on n'avait pas anticipé il y a 30 ans, quand je vous parlais justement du moment où je faisais mes études, on pensait qu'effectivement les 7 milliards d'humains, ce serait au même moment que les Américains par rapport aux Chinois, ce serait aux alentours de 2030-2050. Là aussi, hein, quand même, sacrée erreur d'appréciation. Pourquoi on se trompait à ce moment-là? Non pas parce qu'on se trompait sur la courbe de naissance, parce qu'on s'était complètement trompé sur la courbe de mortalité. En fait, le problème majeur de la planète d'aujourd'hui, ce n'est pas les petits-enfants. Vous voyez, vous n'êtes pas en train de dire qu'il y a trop de bébés. Le problème, c'est qu'il y a trop de vieux, dont nous faisons tous partie. Hein, on est d'accord, hein. Et là, vous êtes tous en train de dire, d'ailleurs, vous voyez, ça vous fait rire, alors que normalement, vous auriez dire, oui, non, oh ben non, mais là, ce n'est pas un problème. On est même d'accord pour que le problème, il dure le plus longtemps possible. Alors, aucun problème, aucune difficulté, vous dit la science. Aucune difficulté, la planète peut largement supporter 10 à 11 milliards d'humains. On pense qu'à partir de ce moment-là, on sera plutôt sur une courbe descendante. Enfin, comme je vous disais, on peut facilement se tromper. Sans problème, dans les connaissances d'aujourd'hui, ça peut tenir à 11 milliards.
Mais il faut qu'on ait changé de modèle économique. C'est pour ça, vous voyez, que Nicolas Hulot, tout d'un coup, il est parti, quoi, parce qu'il disait « Mais il faut changer de modèle économique et vous ne le changez pas ». Il n'avait pas écouté la conférence de ce soir. Il ne savait pas qu'effectivement, le seul moment où on change de modèle économique, c'est quand il y a une révolution industrielle. Donc le truc quand même qui est absolument formidable, donc là on est d'accord que je vous redonne le sourire, quoi, c'est que la plus grande révolution industrielle de tous les temps arrive au moment où l'humanité a probablement le plus grand défi de tous les temps. Changer de modèle économique à 7 milliards 700 millions d'humains. Nicolas Hulot disait « ce n'est possible que s'il y a une révolution industrielle ». Ça n'est arrivé dans l'histoire qu'à des moments où il y a eu révolution industrielle. Les gens quittent les campagnes et partent dans les villes. Les gens, autrefois, axaient l'économie sur l'agriculture, ils l'axent désormais sur l'industrie. C'est un changement de ce type qu'il nous faut. Il faut une révolution industrielle. Eh bien, nous avons une révolution industrielle qui commence. La 4e révolution industrielle est la plus importante de tous les temps. Alors, cela étant, vous voyez, quand je vous disais ça, je pensais que j'allais avoir des hurlements dans la salle. Je me rends compte que mon effet est totalement raté. Hein. Donc, vous m'écoutez, poliment, d'ailleurs, peut-être vous commencez à dire « j'ai du mal à m'y retrouver entre les Iraniens, machin, etc. » Je vous répète, la 4e révolution industrielle commence. Et là, je me rends compte que vous êtes des gens... Oui, vous êtes polis, merci beaucoup. Hein. Donc, je sens que vous, quand même, vous faites... Non, on est vraiment content, hein, vraiment satisfait. Donc, mais vous êtes comme les gens qui avaient le commerce de fer à cheval. Vous n'arrivez pas à imaginer ce que je suis en train de vous raconter. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire. Vous dire que nous sommes dans un processus qui signifie que peut-être dans 5 ans, peut-être dans 6 ans, ce que nous avons connu, là, avec l'annuaire téléphonique de tout à l'heure, va être beaucoup, beaucoup plus profond que ça. Beaucoup, beaucoup plus important que ça. C'est-à-dire, vraiment, on ne vivra plus pareil. Que toutes les approches que nous avions, qui étaient jusqu'ici de tirer des droites, qui partaient du passé et qui étaient projetées sur le futur, ces approches sont terminées. D'un seul coup, on vous dit « stop, on arrête, tout ce que tu as pensé qui était l'éternité d'aujourd'hui est fini ». La rupture est totale, il n'y a pas une demi-révolution industrielle. On ne peut pas dire « ouais, mais on aura une voiture qui roulera les jours pairs avec un moteur et les jours impairs avec des chevaux ». Non, c'est fini les chevaux. Tu passes avec une voiture, enfin c'est la révolution industrielle d'avant, hein, tu passes maintenant avec quelque chose de totalement différent. Ce qui te semblait être la richesse principale, le cheval, c'est fini maintenant, totalement fini. Mais je n'arrive pas à imaginer ça. Ce qu'on disait tout à l'heure, mais tu te rends compte ce que ça signifie. Tous les emplois qui vont disparaître, hein, au passage, hein, toujours effectivement notre obsession, nous Français, parce que nous les Français, on est les seuls à ne pas être au plein emploi dans les grands pays d'Occident. Hein, tous les autres, effectivement, ils sont en train de dire, bah, ça tombe bien, parce qu'on ne sait plus comment trouver de la main-d'œuvre. Ah si, non, en France aussi, on a le même problème. On ne sait plus non plus comment trouver la main-d'œuvre, mais on a quand même du chômage. Bon, c'est bizarre, hein, on arrive à avoir les deux, nous. Mais donc, effectivement, on est dans une histoire où, quand on parle de révolution industrielle en France, tout de suite, on vous dit que ça va détruire des emplois. Et effectivement, quand on dit la révolution industrielle, ça détruit des emplois, mais ça en crée plein d'autres. Mais lesquels? Mais par définition, on ne les connaît pas. Puisque si je savais imaginer ce qui va arriver, je ne suis pas dans une révolution industrielle, je suis dans une continuité. Je suis dans une rupture totale, absolue, dans laquelle tout va changer. Alors là, évidemment, peut-être que ça mérite qu'on commence à aller un tout petit peu plus loin. Tout va changer. On a eu la première marche, c'était le digital. Le digital, tout à l'heure, on l'a évoqué, c'est votre téléphone portable qui vous a fait oublier le numéro de téléphone de votre arrière-grand-mère. Alors, c'est un grand changement, on est d'accord. Enfin, quand même, hein, le jour où vous oubliez de le brancher, le soir, vous vous rendez compte que maintenant, vous êtes totalement dépendant de ce petit truc-là. Hein, c'est totalement stupide en disant « mais comment j'ai pu devenir accro ce truc à ce point ?» Ça, c'était rien, c'était la première marche digitale. Bon, on est d'accord que plein d'entreprises, y compris en Vendée, ont dit comment on va relever la révolution digitale. Enfin, c'était le grand truc de ces 10 dernières années. Les experts qui se sont succédés ici étaient tous en train de parler le digital, ça change tout. Non, ça ne change rien. Parce que fondamentalement, on n'a pas changé nos modes de vie. Vraiment, vous voulez être convaincu, regardez, le Festival de Cannes va commencer là dimanche. Un film tourné en 1968 dont tout le monde se souvient, pour 2 bonnes raisons, enfin l'acteur et l'actrice, s'appelle La Piscine. Oui, ça y est, je vois que vous vous souvenez. Hein, donc, mesdames, vous vous souvenez d'Alain Delon, évidemment. Ah, bah oui, celui qui est encore sur les pubs aujourd'hui, c'est celui de La Piscine. Ça a été, les photos ont été prises à ce moment-là, 1968.
Et messieurs, nous, non, on est très sérieux. Non, il y avait Romy Schneider quand même, qui était quand même très, très, très belle. Bon, bah, dans ce film, La piscine, vous le regardez aujourd'hui, vous avez l'impression de regarder des gens qui vivent comme nous. Alors, vous voyez un truc un peu insolite, c'est-à-dire un fil au téléphone. Celui, effectivement, que votre petit enfant ne va pas totalement reconnaître quand il va être dans la cabine téléphonique du même nom. Vous allez avoir une télévision qui est un peu épaisse. Mais fondamentalement, ces gens-là vivent comme nous vivons. Il n'y a pas eu de révolution industrielle entre 1968 et aujourd'hui. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le film qui sera tourné en 2028, lorsqu'on le regardera et qu'on regarde le film tourné aujourd'hui, là, on ne comprendra rien. On dira, mais c'est dingue, les gens vivaient comme ça à l'époque. C'est-à-dire, effectivement, ça nous ramènerait peut-être au début du muet. Vous voyez, les premiers films muets, quand même, où vous dites, ah oui, mais ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. C'est pratique d'ailleurs le noir et blanc, parce qu'on a l'impression que c'est très loin. Moi, mon papa, donc il me racontait évidemment qu'il avait vu ça. Donc tout d'un coup, je me disais, ah oui, mais en fait, c'est pas si loin que ça. Voilà, c'est cette espèce d'écart qui va commencer. Nous n'allons plus vivre pareil. Et ceux qui annoncent déjà ça, c'est la conférence que vous avez déjà eue donc il y a quelques jours, sur la marche numéro 2. La marche numéro 2, l'intelligence artificielle. Cette deuxième marche, elle est intéressante parce qu'elle procède bien de la même révolution. La révolution que nous sommes en train de connaître n'est pas une révolution, à la différence des trois précédentes, n'est pas une révolution énergétique. Vous pourriez dire, ah oui, mais on a quand même un problème d'énergie. D'ailleurs, on n'arrête pas de parler de transition énergétique. En fait, non, là, on n'est pas en train de travailler sur l'énergie. On n'a pas inventé la vapeur, le pétrole ou l'énergie nucléaire. Cette révolution industrielle, je répète, on utilise le terme industriel, pas parce qu'il y a de l'industrie, mais parce qu'elle ressemble vraiment au processus qu'on a vu 3 fois, ou surtout 2 fois entre 1750 et aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui s'assimile à cela. Cette révolution industrielle numéro 4 procède des mathématiques. En fait, ce sont les mathématiques qui sont en train de changer le monde. Et peut-être en étant plus précis, la mathématique des grands nombres. C'est les big data qui sont en train de changer le monde. C'est-à-dire le fait que quand vous commencez, ou quand l'humain commence à dominer les big data, donc les grands nombres, et l'algorithmie qui va avec, eh bien tout d'un coup, il rentre dans des secrets qui pensaient être des secrets impossibles à percer. Typiquement, vous voyez, le moment des révolutions industrielles, l'humain a l'impression tout d'un coup d'avoir une connaissance qu'il avait jusque-là réservée à Dieu. C'est-à-dire, tout d'un coup, on commence à comprendre la façon dont est agrégée la matière. Vous vous souvenez, au tout début de cette révolution scientifique, on a eu les premières applications qui permettent de déterminer le boson de Higgs. On l'a appelé la particule de Dieu, ce qui représentait effectivement le début du Big Bang. Albert Einstein, qui était quand même loin d'être un imbécile, avait établi toute sa théorie de la relativité en 1920, c'est-à-dire 80 ans avant, rien du tout. 1920 en disant « Jamais on ne pourra démontrer scientifiquement le Big Bang, simplement quand on regarde et quand on part de cette hypothèse, tout se construit de manière rationnelle. » 80 ans après, on a la particule du Big Bang qui est identifiée. Einstein ne pouvait même pas se le figurer. Avec son cerveau fabuleux, il ne pouvait pas se figurer une révolution industrielle de type numéro 4. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, avec cette approche des big data, on commence à rentrer derrière tout un tas, effectivement, de toiles de scène. On commence à comprendre la matière. On était, depuis Platon, avec l'approche des atomes, des neutrons, des protons. Ça fait très longtemps qu'on était parti dans cette idée-là. Mais tout d'un coup, on commence à savoir la reproduire. L'imprimante 3D ne nous surprend même plus. Elle a la capacité de reproduire des matières mortes, des matières je cherche le terme, oui, vous diriez ? Ouais. Oui, mais justement, je voulais intervenir. Matière morte ou matière plate, mais aussi des matières vivantes. C'est ça, effectivement, là, tout d'un coup, rentrer dans cette logique-là. Alors, quand on est en train d'évoquer ça, immédiatement, parfois, ça fait peur, comme on va dire. Effectivement, ça fait peur quand on va dire on a, grâce au big data et à l'algorithmie, décrypté le génome humain. On dit oui, mais c'est terrible, parce que ça signifie qu'on peut commencer à reproduire des humains. On peut avoir, effectivement, des pouvoirs qui sont effectivement effrayants. Et en même temps, on est en train de parler probablement de la manière dont aujourd'hui tous les scientifiques vous disent demain, mais quand je dis demain, c'est dans quelques mois, nous allons vaincre le cancer. C'est-à-dire cette approche-là, évidemment, nous fait craindre le pire, comme toujours dans la science humaine. Dans la science humaine, à chaque fois qu'on a des bons, ça effraie les humains en disant on a inventé un truc qu'on ne va pas arriver à dominer.
Mais à chaque fois aussi, on a le meilleur juste derrière. Et d'ailleurs, souvent, c'est la question en disant, mais est-ce que le prix du meilleur n'est pas le pire? Alors peut-être cette fois-ci, ça ne se vérifiera pas. Jusqu'à maintenant, à chaque fois que l'humain invente des choses prodigieuses, on a à chaque fois l'idée qu'il va pouvoir se faire sauter lui-même et il ne le fait pas. On peut dire quand même qu'il y a une espèce d'instinct relativement positif de cette humanité qui, à chaque fois, on va dire, mais enfin bon, c'est évidemment, chaque exemple n'est pas tout à fait pertinent parce que vous avez des exceptions, mais c'est, va dire, ce couteau pointu que vous avez dans la cuisine. Normalement, depuis l'homme préhistorique, on dit, mais tu te rends compte, tu as un truc très très dangereux. Heureusement, pour l'immense majorité des humains, on ne l'utilise pas contre les autres. Et c'est devenu un outil absolument admirable de notre quotidien en cuisine. Mon père a assisté aux essais américains à El Paso de la bombe atomique. Il me disait, tu vois, c'est bizarre, hein, mais ma génération n'a jamais pensé que pour autant on allait à la fin du monde. Alors qu'effectivement, à un moment donné, quand on dit il y a tellement de bombes atomiques, bah peut-être on va faire sauter la planète. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas été jusque-là. Lorsque nous sommes en train de manipuler les big data et en train de regarder ce que ça signifie, à chaque fois, et peut-être dans la salle, vous vouliez poser cette question, oui, mais l'humain là-dedans, bah, l'humain, il a besoin de ça aujourd'hui parce qu'il est 7 milliards 7. Il a besoin de cette technologie, et cette technologie va lui permettre d'inventer un autre modèle. Oui, bien sûr, ça peut aussi être dangereux, mais on peut penser que l'humanité va surtout l'utiliser positivement, et va surtout, grâce à ça, arriver à inventer une planète qui soit une planète durable. Alors peut-être il faut être plus précis. Lorsque je suis en train de vous parler d'intelligence artificielle, nous avons justement autour de l'intelligence artificielle un certain nombre d'éléments qui nous permettent de dire, là, en effet, il y a peut-être une réponse au problème posé. L'intelligence artificielle, donc, c'est la logique algorithmique qui est maintenant appliquée à un mode de fonctionnement systématique, une mode de réflexion, une mode d'approche systématique sur tout un tas de problèmes, tout un tas de questions qui se posent. C'est-à-dire c'est très, très pratique, l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, en réalité, on repart sur la logique de l'ordinateur, ma troisième révolution industrielle, et on va juste avoir une puissance beaucoup, beaucoup plus forte de calcul, une capacité de mouliner beaucoup, beaucoup plus de données, qui va me permettre de résoudre beaucoup, beaucoup plus de problèmes qu'avant. Alors ça signifie quoi? Ça signifie, d'un point de vue économique, que la révolution industrielle numéro 4, et l'intelligence artificielle l'illustre parfaitement, va nous permettre d'avoir une rationalité réelle. Une rationalité réelle qui va en réalité faire disparaître, ou en tout cas éliminer, la rationalité d'apparence que nous connaissions jusque-là. Première caractéristique absolument majeure. Deuxième caractéristique absolument majeure, et elle va évidemment être très intéressante quand on va commencer à la décliner, c'est une logique de déconcentration. Alors peut-être regardons la première idée, le fait de rentrer dans une rationalité réelle. Et là, on est bien d'accord que, enfin vous n'êtes pas encore totalement d'accord, mais j'espère vous convaincre, que là on répond à mon problème de dérèglement climatique. Pourquoi? Parce que si on rentre dans la rationalité réelle, en fait on va pouvoir rentrer dans la logique de sobriété énergétique. La question, ce n'est pas d'inventer des énergies nouvelles qui vont permettre de vivre comme avant, c'est de vivre différemment d'avant, et peut-être même d'ailleurs qu'en utilisant les énergies anciennes, ce soit encore tenable. Ce n'est pas de dire la voiture électrique, c'est de dire non, non, attends, pourquoi tu utilises la voiture comme ça? Rationalité réelle. Je prends cet exemple de la voiture, rationalité réelle dans laquelle nous amène l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, vous voyez, quand on fait nos calculs de PIB économique, le PIB économique est calculé pour toute l'activité économique, quelle qu'elle soit, y compris celle qui, en fait, est totalement irrationnelle. Tous les matins et tous les soirs, autour de toutes les villes du monde, et plus la ville est grande, plus c'est vrai, vous avez d'énormes embouteillages. Et bien ça, c'est du PIB, figurez-vous. Vous avez des gens dans les bagnoles qui passent 2 heures, 3 heures, donc là, je suis d'accord, pas autour de la Roche-sur-Yon, quoique ça commence. Donc, on est d'accord. Donc, vous passez 2 heures, 3 heures, pas quand même ici. Donc, 2 heures, 3 heures dans la voiture à attendre. Ben, c'est du PIB. Vous avez des voitures, d'abord pour ça, qui s'usent, évidemment, parce que tous les jours, vous utilisez 6 heures ou 4 heures à attendre. Vous avez des autoroutes de plus en plus larges. On dit il faut rajouter une voie, parce qu'en plus, il y a les camions qui passent juste à côté. Donc, ça augmente. C'est tout ça du PIB. C'est de l'essence à mettre dedans, toujours du PIB. Puis vous avez les pauvres humains qui, voire même là, sont dans une grande partie de leur vie dans l'automobile. Alors du coup, vous avez une radio qui s'appelle France Info qui dit le matin, comme ça, vous écoutez. Vous voyez, c'est du PIB, France Info, c'est un petit PIB. Mais quand même, vous voyez, c'est un truc utile.
Bon, après, comme on s'est rendu compte que quand vous écoutez le matin France Info et le soir France Info, là, vous n'en pouvez plus. Du coup, il y a une nouvelle radio, deuxième PIB, vous voyez, Rire et Chanson. Là, ça va. Bon, et vos enfants disent, j'en peux plus des blagues de Rire et Chanson que les parents racontent tous les soirs quand ils rentrent du boulot. Évidemment, ils ont passé 4 heures de leur vie, tous les jours, à l'intérieur de la voiture, à rien faire. C'est du faux PIB. Ça sert à rien. Les gens ne sont pas plus heureux grâce à ça. Et même, à la limite, ils seraient plus heureux s'ils arrivaient à ne pas le faire. C'est pas d'ailleurs pourquoi parfois ils viennent habiter en Vendée. J'en peux plus des embouteillages, et d'ailleurs ils commencent à les importer autour de la Roche-sur-Yon. Hein, donc voilà, donc on est dans cette logique de rationalité d'apparence. Eh bien, la révolution industrielle numéro 4 nous dit tout ce qui n'est pas utile, je l'élimine. Tout ce qui n'est pas en réalité du besoin fondamental de l'humanité, je peux considérer que ça, je vais le faire disparaître. Alors, le digital avait commencé en disant vous pouvez commencer à travailler de chez vous. Donc, évidemment, moins d'embouteillage. La révolution industrielle numéro 4 qui s'accélère va aller beaucoup plus loin là-dedans. Regardons un tout petit peu une application possible de l'intelligence artificielle. J'élimine du faux PIB. Donc là, on a parlé de l'automobile. Évoquons un autre faux PIB très, très important. Les envois de mails. D'accord ? Nous avons chaque jour échangé sur la planète 300 milliards de mails. 300 milliards de mails. Vous imaginez l'énergie que ça signifie? Vous imaginez le PIB que ça représente? Je suis sûr que dans cette salle, il y a plein de gens très bien payés qui ne font qu'écrire ou recevoir des mails. Par conséquent, votre PIB, celui qui est représenté par votre salaire, est issu des mails que vous échangez. L'intelligence artificielle, donc qui juste compile les datas, regarde tous les mails en même temps, dit en fait, on a bien analysé, sur les 300 milliards de mails échangés tous les jours, 80% sont inutiles. D'ailleurs, je suis sûr que si vous faites le test sur votre propre boîte mail, vous allez arriver à peu près à cette proportion-là. On est d'accord. Pourtant, vous avez bien quelqu'un qui l'a envoyé, qui l'a rédigé. Et même vous, vous avez passé du temps, parfois de boulot, à le lire. Hein, quelle est l'entreprise dans laquelle on ne va pas dire il faut répondre au mail. Comment ça, tu n'as pas pris connaissance de ce mail? Mais c'est absolument capital. Mais chef, en fait, non, c'est que tu ne dois pas laisser un mail sans réponse. Ah, pardon, mais c'est complètement nul ce qu'il y a dedans. Oui, non, mais ça ne fait rien, tu dois répondre. Donc ça, c'est effectivement notre PIB d'aujourd'hui. L'intelligence artificielle dit, boum, 80% des mails, je les élimine. On est d'accord que quand on va dire « Ah oui, mais ça prend de l'énergie, une intelligence artificielle », là, le bilan énergétique, il est incroyablement positif. Si vous avez enlevé 80% de mails inutiles, je peux vous assurer que vous avez commencé à mettre de côté et du PIB et de l'énergie qui jusque-là était utilisée à pas faire la puissance économique des différents pays. Le pire, c'est qu'ensuite, l'intelligence artificielle ne s'arrête pas là. Et dit sur les 20% de mails qui sont des mails, effectivement, qu'on peut se considérer utiles, en réalité, à 90%, alors bon, c'est les vendeurs d'intelligence artificielle qui ont fait ces calculs, donc ils sont peut-être un peu sujets à caution, mais quand même, là, toujours pareil, vous pourrez peut-être le vérifier. 90% de ces mails utiles sont en fait écrits ou lus par des gens qui sont surqualifiés par rapport aux mails en question. Là encore, vous réfléchissez bien aux mails importants et vous dites, est-ce que mes années d'études, est-ce que mon expérience professionnelle, est-ce que tout ce que je connais, véritablement, la quintessence de ce que je suis, est utile quand je suis en train de lire le mail que vous allez commencer à regarder tout à l'heure, parce que quand même, vous êtes un peu anxieux en disant, ma boîte mail, est-ce qu'elle a reçu quelque chose? Non, vous ne recevrez rien ici, il n'y a pas de mail, sauf si vous avez le numéro de Wi-Fi. Donc, mais en réalité, là, vous regardez, eh bien, effectivement, dans la plupart des cas, ces mails, vous êtes beaucoup trop qualifiés pour pouvoir normalement les lire ou y répondre. L'intelligence artificielle va rediriger, va dire j'envoie le mail à la personne pertinente. C'est-à-dire, vous voyez ce que c'est la rationalisation. J'élimine tous les éléments qui sont inutiles et je commence à me concentrer uniquement sur les éléments utiles. Et tant qu'à me concentrer sur les éléments utiles, j'utilise au maximum et au mieux, on va dire, la puissance ou l'intelligence humaine. Vous imaginez ça? On est en train de le faire, par exemple, dans le domaine de la santé. Dans le domaine de la santé au niveau mondial, 80% des mails que reçoivent les personnels de santé sont inutiles. Et sur les 20% qui restent, vous avez 90% des mails où les gens sont surqualifiés par rapport à, je dirais, la lecture ou à l'écriture de ce qu'ils ont fait. Sauf que dans la santé, vous voyez, c'est embêtant quand même, quoi. C'est-à-dire, vous avez le plus grand patron de médecine du monde qui pourrait soigner des gens. En fait, il passe sa journée à répondre ou à lire des mails totalement inutiles. Ou en tout cas des mails sur lesquels, évidemment, son incroyable qualification ne sert à rien. Vous êtes médecin ici, vous allez peut-être nous parler exactement de cette expérience que vous vivez tous les jours.
Et là, vous voyez l'intelligence artificielle. Quand on est en train de dire « Ah oui, ça va détruire du boulot », non, non, ça ne va pas détruire du boulot. Là, ça va vous ramener sur votre capacité la plus forte. En disant, vous voyez, le but de la 4e révolution industrielle, c'est qu'un médecin y soigne. C'est bête, hein, mais c'est peut-être pas idiot finalement. C'est-à-dire que tout ce qu'il sait faire, c'est-à-dire soigner, va devenir, je dirais, la majeure partie, voire même l'unique partie de son temps. Et tout le reste, on l'enlève. Et tout le reste, éventuellement, on le renvoie, lorsque c'est utile, sur quelqu'un qui n'a pas sa qualification. Vous faites ça à tous les niveaux. Vous imaginez ce que ça signifie. L'intelligence artificielle, en ce moment, est en train de se concentrer sur la question des pannes. Les industriels du monde entier ont dit « Vous pourriez travailler là avec les données qu'on va vous donner pour essayer de réduire les pannes, parce que si vous m'anticipez les pannes dans la production industrielle, je vais gagner beaucoup d'argent. » Vous vous rendez compte, c'est génial, quoi. Vous n'imaginez pas, en fait, les conséquences, l'argent qu'on perd quand il y a des pannes. Effectivement, on arrive à des résultats incroyables. C'est-à-dire, on élimine 99 à 99,5% des pannes. L'industrie allemande, par exemple, qui a eu ce premier résultat, était absolument foudroyée en disant « Mais c'est incroyable, vous vous rendez compte le PIB qu'on va faire ?» Oui, sauf que l'intelligence artificielle ne s'arrête pas là. Elle dit « Oui, non, mais tant qu'à éliminer les pannes, on va éliminer aussi les pannes de ce que vous produisez. » Ah oui, non, 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 attention, là, on était parti dans un truc, l'obsolescence programmée, vous savez, c'est un truc important. Ah non, 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 on élimine toutes les pannes. C'est du faux PIB, là, votre obsolescence programmée. Donc, à chaque fois qu'il y a une panne, moi, je la supprime. Et là, vous vous rendez, ah oui, mais alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tu vas faire autre chose. Si tu es en train d'à chaque fois refaire un réfrigérateur parce qu'il faut le renouveler, parce que sinon, effectivement, comment vont vivre les gens qui fabriquent des réfrigérateurs? Eh bien, tu vas devoir rentrer dans une autre mode d'approche. Mais on n'a jamais fait ça. Si, si, je te rassure. Il y a 100 ans, il n'y avait pas d'obsolescence programmée. Mais comme nous, ça fait 50 ans qu'on n'a pas connu de révolution industrielle, on s'imagine qu'on ne sait pas faire autre chose. On est paniqué en disant « Mais tu te rends compte, s'il n'y a pas d'obsolescence programmée des réfrigérateurs, comment on va faire vivre les boîtes qui font des réfrigérateurs ?» Oui, oui, non, c'est sûr. Oui. Il y a plein de gens qui vont arrêter de faire des réfrigérateurs parce qu'il faut les changer tous les 3 ans. Oui, mais est-ce que c'est vraiment grave? Mais si, c'est grave, parce qu'ils vont faire quoi? Mais ils vont faire autre chose. Mais quoi? Ben, par définition, j'en sais rien encore, puisque je continue à changer mon réfrigérateur tous les 3 ans. Sauf que je vois, au fur et à mesure que c'est en train de se passer, que oui, il y a plein de nouveaux emplois qui apparaissent. Pour des gens qualifiés, des mathématiciens, mais aussi pour plein de gens non qualifiés. Uber, par exemple. Uber, hein, tout de suite, vous comprenez d'ailleurs. Hein, bah oui, vous n'avez pas mis un H Uber de Montmirail, hein, vous êtes tout de suite dans Uber. Bon, qui vient de perdre beaucoup en bourse, d'ailleurs, entre parenthèses, très intéressant. Leur premier développement, c'est quoi? C'est des gens non qualifiés. Non qualifiés du tout. Et même parfois, même des gens non qualifiés qui n'auraient jamais pu trouver de travail avant. Par exemple, des chauffeurs Uber, vous avez eu beaucoup de gens qui étaient dans des banlieues dans lesquelles on disait on a des taux de chômage incroyables. Eh bien, ces jeunes gens, tout d'un coup, trouvent un travail. Alors, peut-être pas pour longtemps, peut-être pas satisfaisant. Le gros question d'Uber, comment faire pour qu'ils sortent très vite de ce boulot sans qualification que nous leur avons proposé? Uber, en ce moment, mais ils n'ont pas encore totalement réussi, travaille énormément sur la question de la formation, d'une formation accélérée de gens qui sont chez Uber. C'est-à-dire des gens qui, par définition, ne sont pas nécessairement prêts à suivre des cours et passer beaucoup de temps sur ces cours. D'autant qu'effectivement, quand ils sont chauffeurs chez Uber, ils passent beaucoup de temps à faire des courses ou beaucoup de temps à amener de la nourriture, puisque c'est maintenant Uber Eats, le grand développement de Uber. Sauf qu'effectivement, ils ont des temps d'attente. Et donc là, on est en train d'essayer d'inventer quelque chose qui va leur permettre de prendre des cours et avoir des certificats, des diplômes, lorsqu'ils vont être en temps d'attente, qui vont commencer à intégrer cet aspect-là et qui vont commencer à passer le diplôme, le certificat, qui va leur prouver, qui va démontrer qu'ils ont acquis une compétence supplémentaire. Ah là, on est en plein dans la révolution industrielle, en utilisant l'étape 1 et l'étape 2. L'étape 1 de la digitalisation, l'étape 2 de la révolution autour de l'intelligence artificielle, qui peut permettre ce genre de choses. Il est clair que, bien sûr, dans une université, je vois les étudiants qui commencent à bouger sur leur siège. Donc, c'est normal, 1h30 de cours, ils n'en peuvent plus déjà. Donc, bon. Donc, effectivement, les étudiants, vous devez avoir conscience, et l'université aussi, que notre mode d'université, comme toutes les activités, est morte telle qu'on la connaît. Parce qu'effectivement, de plus en plus, il va falloir inventer d'autres façons d'apprendre. D'autres façons peut-être de certifier des connaissances. Parce que sans arrêt, cela va changer. Et sans arrêt, nous devons avoir la capacité. Les jeunes d'aujourd'hui qui sont dans la salle, on ne leur apprend pas en réalité des connaissances, on les apprend à apprendre. Parce qu'ils savent très bien, d'ailleurs ils en ont conscience plus que leurs enseignants souvent, mais que ce qu'ils écoutent, dans peut-être 2 ans, 3 ans, ce sera obsolète. C'est pas grave, ils auront trouvé un boulot, ils seront lancés dans la vie grâce à ça, et ils se prépareront à se former à autre chose. Nous sommes en révolution industrielle. Eux le sentent. Nous, évidemment, qui n'avons pas connu de révolution industrielle, nous ne comprenons pas ça.
Parce que nous, dans notre époque, il n'y a rien qui ne changeait. Mon Delonde, tout à l'heure, il était dans le Guépard. Tout change pour que rien ne change. En fait, il n'y a rien qui change. Ouais, bon, c'est sûr, la machine à laver, elle est marron alors qu'elle était blanche, mais en fait, c'est toujours une machine à laver. Non, en réalité, nous étions dans une gestion de continuité. La rupture complète de la révolution industrielle numéro 4, ça veut dire qu'il va falloir rentrer. C'est quelque chose qu'on a connu dans le passé, répétons-le. Mon papa, avec les gens qui étaient devant l'ampoule électrique, qui nous faisaient rire tout à l'heure, parce que probablement dans 50 ans, on rira de notre émerveillement, ou peut-être de notre inquiétude, devant les mêmes avancées du progrès que nous connaissons aujourd'hui. Nous n'avons pas connu cela. Donc nous n'arrivons pas à nous projeter dans ces changements aussi profonds, aussi importants que ceux que je suis en train d'évoquer lorsque nous parlons justement d'une rationalité complètement nouvelle. Vous voyez bien que, attention par rapport à tout ce que j'ai dit sur cette question de rationalité réelle, ce n'est pas de la décroissance. Et peut-être qu'un certain nombre de personnes qui aujourd'hui regardent ces éléments-là ont traduit ça trop rapidement en disant « mais donc on supprime la croissance ». Non, non. La croissance, à partir du moment où ta population augmente de 75 millions tous les ans, elle est irrémédiable, elle est obligatoire. La croissance est associée à la démographie. Ce qu'on disait au départ, on retrouve les fondamentaux de la démographie, c'est là où il y a plein de monde que vous êtes puissant. Et quand il y a des gens nouveaux, ben vous avez de la croissance. En revanche, c'est de la vraie croissance que nous devons avoir, c'est-à-dire éliminer toute la croissance qui est de la croissance aberrante. Et là, effectivement, on voit que cette accélération est quand même assez prodigieuse et qu'elle va concerner tous les types d'activités. Alors avant peut-être de décliner sur tous les types d'activités, venons sur la deuxième caractéristique absolument majeure de cette révolution industrielle numéro 4. Cette caractéristique-là, elle est aussi une réponse au dérèglement climatique parce qu'elle annule tout un tas d'effets provenant des révolutions industrielles numéro 1 et 2. Ces révolutions industrielles numéro 1 et 2 nous ont poussé, nous les humains, à la concentration. La chose absolument paradoxale, c'est que nous sommes 7,7 milliards sur la Terre. Nous n'avons jamais été aussi nombreux sur la Terre, en tout cas de mémoire de statisticiens, et quand même les statisticiens ont beaucoup de mémoire. Et pourtant, jamais l'humanité n'a occupé aussi peu d'espace terrestre. On n'a jamais été aussi nombreux et on n'a jamais été aussi concentrés. Vous voyez, quand Thomas Pesquet revient sur la Terre après avoir fait un séjour dans les étoiles, ou en tout cas autour de la Terre, il vous dit exactement la même chose que toutes les personnes qui sont dans un satellite, en disant ce qui frappe quand on regarde la Terre la nuit, c'est combien elle est noire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des humains qu'à certains endroits, alors là, c'est très, 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 très brillant, vous avez 20 millions de personnes au même endroit, mais à côté, il n'y a plus rien. C'est un désert complet. Ben ça, c'est effectivement les révolutions industrielles numéro 1 et 2. Quand on a dit on arrête l'agriculture et on part dans l'industrie, on a déjà à l'époque une révolution démographique. On a commencé à dire l'avenir, c'est la ville. On est d'accord, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. La ville, pendant des millénaires, ça n'a jamais été l'endroit où vivaient les hommes. Il n'y en avait que très, très peu qui vivaient en ville. Là, depuis 120 ans, on disait « Ah ben non, mais en fait, on va tous vivre dans la ville ». Oui, sauf que la concentration dans la ville rend l'atmosphère irrespirable dans la ville, mais aussi autour. C'est-à-dire que l'hyperconcentration est un des problèmes du dérèglement climatique. Quand vous déconcentrez, quand je dis déconcentrer, c'est-à-dire déconcentrer totalement, ça veut dire que, évidemment, vous ne revenez pas tous les matins pour travailler au même endroit, parce que sinon, vous avez faussement déconcentré. Vous reconcentrez et vous déconcentrez, ce qui est la pire des choses. La vraie déconcentration, c'est-à-dire commencer à envisager la Terre d'un point de vue plat, est quelque chose qui probablement est le début de la solution par rapport au dérèglement climatique. Et ce qui est très très intéressant, c'est que notre révolution industrielle numéro 4, eh bien, elle se caractérise par le côté plat. C'est une révolution mathématique des grands nombres, et peut-être on doit aller plus loin, nodale, des nœuds successifs. C'est la philosophie du fonctionnement humain de demain. L'approche par des nœuds. C'est quoi la différence ? Aujourd'hui, on était dans une approche pyramidale. On ramenait tout vers quelque chose qui se concentrait, que ce soit du point de vue de notre mode de fonctionnement du quotidien, que ce soit du mode de fonctionnement d'une organisation, que ce soit du mode de fonctionnement même des connaissances. Et nous entrons dans quoi ? Dans quelque chose qui est plat, et dont on voit bien à quel point c'est en train de changer. À quel point, par exemple, quand on parle de blockchain, c'est quelque chose qui nous affole, parce qu'on dit, mais qui va contrôler ça ? Ben oui, on a les vieux réflexes, hein, les vieux réflexes de la concentration. Qui va contrôler ça ? Mais vous vous rendez compte, c'est terrible ce que vous nous racontez. Excusez-moi, c'est terrible avec vos yeux de 200 ans de révolution industrielle précédente. Si j'ai 400 ou 500 ans, ce n'était pas concentré pareil. À l'époque, figurez-vous, en Vendée,
comme à Bordeaux, comme dans tous les endroits du monde, ce n'était pas nécessairement tout en train de remonter vers le centre du pays. C'était avec une autonomie extrêmement forte, et même une autonomie très très plate, comme celle que finalement nous sommes en train de réinventer. La logique de la révolution industrielle de la numéro 4, est une logique de la déconcentration. Les très grands groupes qui sont en train aujourd'hui de dominer l'économie mondiale, quand je dis dominer, Microsoft, Google, Apple pèsent 1 000 milliards de dollars de valeur. C'est-à-dire à eux seuls, ils valent plus que toute l'aéronautique et toute l'automobile, une seule de ces entreprises. C'est-à-dire, oui, mais est-ce que c'est réel, la valeur des marchés financiers? Philippe vous dira, mais bien sûr que c'est réel. Mais surtout, en plus, s'il fallait vous convaincre, Apple a dans sa trésorerie, en cash, de quoi acheter toute l'automobile mondiale. À eux seuls, 300 milliards de dollars. Alors, ceux qui sont dans l'automobile ne s'inquiètent pas, ils n'y pensent pas une seconde. Ben, ils n'y pensent pas une seconde parce que c'est l'ancien monde. Parce que s'ils doivent investir quelque part, c'est dans le nouveau monde. C'est en disant, là, ce qui m'intéresse, c'est regarder ce qui, demain, va être peut-être un investissement formidable. Alors, on est d'accord qu'il y a un niveau de risque beaucoup plus élevé. Google, quand eux, ils investissent, ils ont à peu près le même type de problème, c'est-à-dire ils dégagent tellement de cash par leur activité qu'ils sont sans cesse en train de chercher où la placer. Ils investissent dans ce qu'ils appellent des moonshots, des tirs vers la Lune. Ça dit bien ce que ça veut dire quand vous êtes chasseur. Hein. Vous allez tirer 1 million de fois vers la Lune. Honnêtement, vous n'êtes pas sûr une seule fois d'arriver à voir la Lune. Même 2 millions, honnêtement, hein, pour ceux qui ont l'habitude. Moonshot, c'est ça qu'ils nous disent. On tire vers la Lune, c'est-à-dire qu'on est sûr pratiquement à chaque fois de rater. Mais une fois, si ça marche par hasard, alors là, c'est jackpot. Ah oui, parce que c'est le principe d'une révolution industrielle. C'est qu'il y a de l'échec tout le temps. Et là encore, c'est quelque chose que nous ne connaissons pas. Nous n'arrivons pas à imaginer ce que va être une société dans laquelle l'échec va être la règle. Parce que nous sommes issus, tous là dans la salle, d'une société dans laquelle il n'y avait plus de révolution industrielle. On ne faisait que gérer la continuité. Ça marche. On va essayer que ça marche mieux, mais ça marche de toute façon. L'échec, on ne connaît pas. Alors, on ne connaît tellement pas qu'on a inventé dans la Constitution française le principe de précaution. J'entendais encore, là, il y a quelques jours, quelques heures, avec la question autour de Monsanto, sur la question du principe de précaution. Mais le principe de précaution, ça va très très loin. C'est-à-dire que nos gamins, vous m'en voulez pas, hein, les jeunes étudiants, j'appelle tous mes étudiants les gamins. Donc les gamins, je vous appelle tous des gamins. Donc nos gamins sont tétanisés par la peur. Quand vous ne connaissez pas l'échec, vous avez peur. Vous dites, mais si par hasard, moi, j'étais celui qui avait un échec, oh, mais quelle catastrophe! On a un petit enfant en France aujourd'hui de 6 ans qui va rentrer en cours préparatoire. On lui dit, tu sais, à la fin de l'année, tu dois savoir lire. Eh ben, il a ses genoux qui tombent parce qu'il a bien compris que c'est super de savoir lire, mais surtout, ça ne va pas être super du tout s'il n'arrive pas à savoir lire à la fin de l'année. Il est tétanisé par la peur. Quand, à 10-11 ans, on dit à un gamin, tu vas faire une filière professionnelle, donc il rentre à la maison, tout le monde lui dit non, mais c'est pas une catastrophe, mais il voit que tout le monde porte le deuil. D'ailleurs, les parents lui disent mais on t'aimera quand même. Oui, d'accord. Oui, mais c'est ça notre logique de l'échec en France. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit d'être avec quelque chose de différent. Tu n'as pas le droit d'être dans une logique, effectivement, dans laquelle tu ne seras pas totalement conforme à ce que font tous les autres. Alors, super quand on n'est pas en révolution industrielle, parce que tout le monde doit faire pareil. Catastrophe quand on est en révolution industrielle. Catastrophe. Alors là, évidemment, quand on a parlé déconcentration, on est d'accord que quand je suis en train de vous dire déconcentration et par rapport à cette logique d'échec, ça veut dire bien entendu que l'idéal, dans une révolution industrielle numéro 4 qui commence, dans laquelle nous allons réinventer la valeur, n'est sûrement pas de ramener tout le monde au même endroit. Ça veut dire évidemment que là, si vous attendiez un discours favorable au territoire, alors là, vous allez l'avoir. Je vais dire aux gosses d'ici, mais vous ne partez pas d'ici. Vous ne partez pas à New York ou à Paris, à des endroits où on concentre. C'est typiquement les endroits où on ne saura pas faire la révolution. On ne fera que reproduire le passé. Attention, soyons bien clairs quand je vous dis ça. Ça veut dire qu'effectivement, la France est un pays complètement dingue en 2019, parce que c'est le seul pays du monde, peut-être avec la Turquie que j'évoquais tout à l'heure, qui dit que ces 30 ans de croissance future vont venir d'une mégalopole. Ben oui, ça s'appelle le Grand Paris. Aujourd'hui, tout le monde vous dit notre avenir. Mais attendez, quand je vous dis, c'est-à-dire on est en train de construire les plus grands tunnels du monde en ce moment à Paris. On est en train d'inventer le long de 1880. Bravo, super. Le même, d'ailleurs, c'est exactement, quand vous êtes en train de regarder le processus, c'est le long de 1880, le moment où on était en train de concentrer.
Révolution industrielle numéro 1, révolution industrielle numéro 2. Coco, la révolution numéro 4, elle annule ces deux-là. En tout cas, dans ces dimensions-là. Nous, on est à fond dans le modèle d'avant. Et on se demande pourquoi on est les seuls. En disant, ah oui, non, mais cette expertise-là, tout le monde va nous l'envier. Oui, c'est bizarre, mais personne ne nous l'achète pour le moment. Ça devrait un tout petit peu nous intriguer. On voit effectivement le reste du monde est dans une logique où, et évidemment, quand on parle du reste du monde, c'est là où on peut évoquer la Chine. La Chine, alors là, elle est confrontée très très fortement au problème de la concentration. Ces villes dans lesquelles vous avez 20, 30 millions d'habitants, elles voient que c'est irrespirable quand on est avec le modèle d'avant. Il faut bien vous dire, quand nous, on a l'indice 50 à Paris qui va faire qu'on arrête de faire fonctionner les voitures qui ont un numéro impair, en Chine, cet indice-là, il est à 1000 tous les jours. Le problème de l'environnement et le problème du dérèglement climatique est un problème absolument tragique pour la Chine, vraiment tragique. On ne mesure pas encore à quel point ils vont devoir, eux, changer à toute vitesse de modèle. Eh bien, effectivement, lorsque vous êtes aujourd'hui dans cette logique de changement profond, ça signifie que la concentration doit être terminée, que l'avenir, ça n'est pas le Grand Paris, mais ce n'est pas non plus le Grand Nantes. Parce que souvent, les gens disent « Ah, super, vous êtes pour les territoires, donc vous êtes pour le Grand Lyon ou le Grand Bordeaux. » Mais non, vous n'avez rien compris. C'est que c'est pareil, on va devoir réfléchir aussi à la manière dont on va aplatir notre territoire. Regardez comment on vit bien dans tout un tas d'endroits, les herbiers, La Roche-sur-Yon, etc. Enfin, plein d'endroits dans lesquels on peut très bien vivre en étant à fond dans la révolution industrielle numéro 4. Vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut arrêter de rigoler ou de pleurer comme je l'ai fait tout à l'heure. Et je bats ma coulpe. Quand je vous parle du train qui arrive de Bordeaux à La Roche-sur-Yon, on s'en fout. Ça, c'était la révolution industrielle numéro 4. Numéro 1, pardon. En revanche, la révolution industrielle numéro 4, ça me pose problème quand je suis dans le train. Parce que je vois plein d'endroits où je suis en zone blanche. Et là, en revanche, quand je suis en train d'expliquer aux gamins, tu sais, tu vas pouvoir vivre la révolution industrielle numéro 4 ici, sur notre territoire. Ouais, papa, mais juste là, j'ai pas la 3G. Je vais comment? Oui, ça, c'est vrai que c'est un souci. On a des zones blanches en plein Paris aujourd'hui. On est en train de creuser des tunnels, mais vous ne pouvez pas téléphoner dans les rues du centre de Paris. On va dire, ah oui, super, le téléphone, c'est un truc impersonnel. Oui, mais alors, le métro et les grands trains qu'on est en train de constituer, ce n'est pas plus impersonnel que tu peux le penser avec le téléphone. Nous sommes en train de nous tromper de révolution industrielle. Vous n'avez pas Internet dans les campagnes françaises. Résultat, on est en train d'avoir la révolution industrielle numéro 4 qui arrive aussi dans l'agriculture, où on invente des technologies incroyables pour, par exemple, faire exactement, apporter en eau exactement ce dont a besoin la plante, exactement au moment où il faut. Le seul problème en France, qu'on va vous expliquer, c'est ouais, c'est super, mais le logiciel il est sur mon tracteur, et mon tracteur au milieu du champ, il n'y a plus Internet. Mais vous savez qu'au milieu du Sahara, tout le monde a Internet. Oui, peut-être, mais au milieu de la Vendée ou du Sud-Ouest, on ne l'a pas. Mais même pas presque. On n'a même pas la 2G, la 1G, la 3G. Vous vous rendez compte ce que ça signifie? Ça veut dire que nous nous trompons de révolution industrielle, que la déconcentration, qui est absolument indispensable, on ne va pas pouvoir la réaliser. Parce qu'effectivement, il faut venir au cœur de la ville, et encore pas partout, pour avoir les bonnes conditions pour pouvoir effectivement échanger. Donc là, nous sommes avec un certain nombre d'éléments concrets sur lesquels il faut réfléchir. En disant la révolution industrielle numéro 4, déconcentration, elle ne supportera pas la demi-mesure. Et là, déjà, aujourd'hui, nous voyons à quel point nous nous trompons. Alors évidemment, lorsqu'on va plus loin, ça signifie quoi? Ça signifie que lorsqu'on parle des organisations économiques, les grandes organisations économiques nous posent problème. Une grande organisation économique, que je sache, c'est bien une organisation concentrée. C'est bien une organisation pyramidale. Là, par rapport à ce que j'ai dit, il n'y a pas de demi-mesure. On ne peut pas avoir un discours en disant « oui, mais là, c'est possible ». Non, non. Et là, pour le coup, l'histoire des révolutions industrielles est absolument formelle. Une révolution industrielle signifie la mort des grandes structures d'avant. Il n'y a pas d'exception. Tous les dinosaures sont morts lorsque nous avons eu le refroidissement. Pourquoi? Parce que le dinosaure a une grande caractéristique qu'on retrouve dans toute organisation, un grand corps et une toute petite tête. Et donc, par conséquent, il ne sait pas gérer la rupture. Il voit bien qu'il faudrait galoper, mais il ne peut pas. La tête dit, il faudrait avancer plus vite. Oui, mais t'es gentil, toi, je pèse 100 tonnes. Je ne peux pas. Et donc, ça signifie quoi? Ça signifie qu'en matière économique, effectivement, nous pouvons être formels. Les grandes structures vont toutes disparaître, y compris celles, d'ailleurs, qui sont apparues dans le début de la révolution industrielle. On a très peur des GAFA, que j'ai évoqué à plusieurs reprises. Les Européens sont focalisés là-dessus. Mais non, arrête, Européens, de t'énerver sur les GAFA. Les GAFA vont disparaître. L'autre jour, Jeff Bezos, patron d'Amazon, 1 000 milliards de dollars, dit « Mon entreprise va mourir ».
Vous imaginez le patron d'Air France, ouais, enfin, ou de Renault, non peut-être pas d'ailleurs, mais enfin, vous imaginez un patron de grande boîte d'avant qui dirait mon entreprise va mourir. Immédiatement, tout le personnel est dans la rue, tout le monde dit mais qu'est-ce qui lui arrive, il est fou, etc. Le gars, il vous dit ça, et il le pense vraiment. Et il a raison. Parce que ceux qui sont en pointe de l'innovation se rendent compte à quel point, quand ils sont dans une grande structure, eh bien, la structure n'arrive pas à innover. Le principe d'une grande structure, c'est quoi une grande structure? Vous allez dire, mais moi, mon entreprise, elle fait partie des entreprises qui vont disparaître ou pas? Ben, la seule question que vous devez vous poser, c'est est-ce qu'elle est bureaucratique? Si vous êtes rentré dans de la bureaucratie, vous êtes mort. Parce que la bureaucratie, c'est fait pour gérer la continuité. Et quand vous êtes en révolution industrielle, par définition, vous allez gérer de la rupture totalement. Si vous avez de la bureaucratie, elle tue la rupture. Ah oui, on va avoir des idées, mais on va les passer dans la commission spécialisée. On va réfléchir tous ensemble si vraiment cette option est intéressante à prendre. Ça y est, c'est fini. Tu as raté le train. Tu es en retard et voire même tu ne le prendras pas parce que tu vas être prudent. Parce que tu vas dire, oui, mais tu te rends compte, c'est compliqué. Ça remet en cause notre business model. Ça remet en cause la manière dont on crée de la valeur. Ah oui. Le principe de la rupture, c'est que la valeur va être totalement bouleversée. Ce qui valait cher ne vaudra plus rien. Ce qui valait quelque chose, ce qui ne valait rien pourra valoir très très cher. Nous sommes avec un changement dans les représentations de valeur, comme nous avons eu dans toutes. Oui, ça y est, je sentais que vous commenciez à vous agiter là. Donc, comme nous avons eu dans toutes les révolutions industrielles précédentes. Donc, je me dépêche de terminer. On a dit que j'avais un tout petit, un petit quart d'heure. Donc, nous sommes. Non, oui, non, mais vous inquiétez pas. Après, il y a les questions et après, même un pot au-dessus pour ceux qui peuvent rester. Donc, bon. Donc, vous aurez le droit à la récompense. Donc. Ou alors peut-être vous allez tout de suite au pot. Moi, je continue à parler. Vous voyez, j'adore ça. Hein, donc, et puis, je suis bien dans mon raisonnement. Bon, je comprends que vous en ayez marre. Il y en a 3-4 qui restent. Hein, et puis les autres font un roulement, quoi. Vous voyez, donc, non, vous restez tous. Bon, mais vous aurez droit après. Alors, donc là, effectivement, nous sommes dans ce moment où les grandes structures doivent toutes se poser la question. Si je suis bureaucratique, je n'arriverai pas à évoluer. Je n'arriverai pas à réaliser la rupture. L'avenir est aux petites entreprises. Aux petites entreprises qui vont devenir très grandes, et au fur et à mesure qu'elles deviennent très grandes, elles ont le même problème qu'Amazon. Elles disent, nous allons disparaître. Mark Zuckerberg, deuxième name dropping quand même. Ouais, et Clinton et Zuckerberg que je rencontre. Oui, monsieur, dame. Donc Zuckerberg nous raconte, bon là encore, j'étais pas tout seul. Mais enfin, donc Zuckerberg nous raconte, ma boîte est morte. Donc là, ça avait un peu fait de l'émotion dans la salle. C'était il y a quelques années, avant qu'il passe au Sénat et qu'il soit mis en cause par le gouvernement américain. Mais quand même, quoi, la boîte pesait 400 milliards de dollars. Vous aviez quelques actionnaires dans la salle qui commençaient à dire quoi, Facebook est mort, qu'est-ce qui se passe? Il dit oui, Facebook est morte. Regardez, je n'ai pas su inventer Instagram. Je n'ai pas su inventer WhatsApp. On dit oui, mais c'est pas grave, Marc, tu l'as acheté. Il dit oui, non, c'est comme ça qu'une boîte meurt. C'est-à-dire qu'elle ne sait plus inventer, mais comme elle est grosse, elle achète. Parfois, elle achète pour tuer l'innovation. Parce qu'elle se rend compte à quel point l'innovation est dangereuse pour ce qu'elle est. Là, en l'occurrence, elle n'a pas tué. Elle dit Instagram, c'est un super achat. Alors, il y avait 12 personnes, on a payé 1,2 milliard de dollars quand même. C'est le meilleur achat qu'on ait fait. C'est ça qui nous a fait passer de 150 milliards de valorisation à 300 milliards. C'était un super achat. Mais il dit le problème, c'est qu'on ne l'a pas inventé. C'est donc qu'on n'a pas été capable de se projeter dans ce qu'attendaient les humains de demain. Il dit le vrai problème. Pourquoi je vous dis que Facebook est mort? Parce que Snapchat, on ne l'a pas inventé et on ne l'a pas acheté. Et il dit là, ça veut dire effectivement que ma boîte, ça y est, elle est tellement bureaucratique que dans son mode de fonctionnement, elle n'est même pas capable d'identifier que là, peut-être, il y a quelque chose qui représente l'avenir. Alors on lui dit, mais Marc, enfin oui, mais comment vous allez faire pour que Facebook ne meure pas? Nous sommes actionnaires quand même, nous avons besoin d'une réponse là ultra rapide. Il nous dit, il n'y a pas 36 solutions. Je suis une boîte de 80 000 personnes. Il faut qu'on devienne une fédération de 80 000 entreprises. Petite boîte super innovante, taille humaine. Vous voulez de l'humanisme dans l'économie? En révolution industrielle, c'est obligatoire. Ce n'est pas les grandes structures qui arriveront à inventer, ce ne sont que les petites structures à taille humaine. Le truc intéressant qu'il nous donne, c'est l'idée de la fédération. Et là, on lui dit, Marc, stop, on connaît, on est français. Non, rigolez pas. Révolution industrielle numéro 2, la Silicon Valley, c'était chez nous. La Silicon Valley en France, c'est là où on a inventé l'automobile, l'aéronautique, l'électricité. On a tout inventé. On était en train de se projeter dans le XXe siècle, alors que tous les autres étaient encore au XIXe. Et là, d'abord, effectivement, on ose. 2, on n'a pas peur.
Et 3, on invente la fédération. Regardez par exemple en matière automobile. Qu'est-ce qu'inventent les Français en disant c'est les petites boîtes qui innovent, c'est les petites boîtes qui inventent, mais quand même il faut qu'elles fonctionnent ensemble. On invente le salon de l'auto. Comme le salon de l'aéronautique, qu'on invente aussi. Un truc intéressant, hein, quand vous regardez les premiers salons de l'auto, il se passait quoi? Il se passait que les fabricants de voitures se retrouvaient. Ce n'était pas les clients qui devaient venir. C'était les fabricants de voitures qui venaient se regarder les uns les autres en disant « Qu'est-ce que tu as fait comme innovation de dingue? Ça ne marche pas ton truc. Hein. Non, ça ne marche pas, mais qu'est-ce que je m'amuse ?» Vous avez une image incroyable comme ça de André Citroën devant le stand de Panhard Levasseur. Et en train de regarder en disant, manifestement, en train de dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc qu'ils ont inventé ?» Il va falloir que j'essaie de faire un truc un peu différent, mais quand même qui s'en inspire. La fédération, dans les moments de révolution industrielle, est absolument indispensable. On doit échanger entre nous. On doit comprendre que chacun est en train de se planter, mais qu'on n'est pas en concurrence. Parce que là, aujourd'hui, il n'y a rien de stable. Que celui qui s'imagine effectivement qu'il détient une part de marché, il se trompe complètement. Soit le marché n'existera plus, soit il va exploser de manière telle qu'il y aura de la place pour tout le monde. Nous sommes typiquement dans ce moment-là, où il faut réinventer tout cela. Alors là, on arrive évidemment, dans ma conclusion, à ce que nous évoquions en matière de titres, c'est-à-dire, je vois mon patron là qui est en train de regarder ça sur son téléphone portable, évidemment. Eh oui, il est toujours dans la marche 1, lui, il n'est pas encore dans la marche 2, l'intelligence artificielle. Et toc. Mais oui, mes tweets, on s'en fout, ça. Donc là, effectivement, quand on est en train de regarder, je dirais, ce qui se passe en Europe, on dit quoi? On dit que l'Europe est en train de rater les trains de la révolution industrielle numéro 4. Que l'Europe est toujours concentrée sur ces grandes entreprises bureaucratiques d'avant des révolutions industrielles précédentes. Ce n'est pas normal. Nous sommes leaders mondiaux dans toutes les catégories correspondant aux révolutions industrielles précédentes. Toutes, sauf dans celles qui sont en train d'arriver. Il n'y a pas de Google, il n'y a pas de Microsoft européen. Même pas français, il n'y en a pas d'Européens. L'Europe est tellement focalisée sur sa réussite des révolutions industrielles précédentes qu'elle n'ose pas aller dans la révolution industrielle suivante. Elle est là en train de dire « Ouais, mais on va y aller à moitié. Oui, mais quand même, on va essayer de garder nos caractéristiques d'avant et d'essayer quand même de s'intéresser à ce qui vient demain. » Alors on invente des textes, on invente du droit. Et notre droit, évidemment, est tout de suite dépassé. Quand vous êtes en train de protéger les données, vous dites « Ah, mais ça, c'est quand même une super idée. Les Européens sont tellement fiers dans les congrès internationaux auxquels je participe. Notre modèle est un modèle, vous savez, qui va inspirer le monde entier. » Oui, oui, sauf que qu'est-ce que font tous les Européens à longueur de journée? Ah, ils acceptent. J'accepte. Vous acceptez sans arrêt sur toutes vos applis de donner vos données. Vous n'avez pas lu tout ce qu'il y a derrière, mais vous avez envie que votre application elle fonctionne bien. C'est-à-dire que votre approche juridique, elle est complètement avec le rétroviseur et pas du tout en train de regarder devant dans le pare-brise. Elle est en train de regarder ce qui a fait la force de l'Europe d'avant et pas de ce qui va venir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un premier grand défi de dire maintenant, il va falloir lâcher tout. Nous avons ici, dans la salle, des gens, des jeunes, mais pas que des jeunes. Vous savez que dans la Silicon Valley d'aujourd'hui, on embauche beaucoup de gens plus âgés. Enfin, bon, on est âgé à partir de 25 ans, je vous dis tout de suite. Mais donc, bah oui, donc dès 25 ans, vous êtes obsolète. Mais après, il n'y a pas de fin. Donc, vous vous dites, je suis aussi obsolète qu'un gamin de 25 ans. Donc, tout va bien. Donc, on embauche des jeunes et des moins jeunes dans la Silicon Valley parce qu'on a besoin d'expérience. On a besoin de savoir à quoi vont servir ces instruments incroyables qu'on est en train d'inventer. Et donc l'expérience redevient quelque chose d'important, quelque chose d'utilisé. Mais lorsque l'on va regarder ces structures, quand on va regarder ces modes de fonctionnement, nous, Européens, il va falloir qu'on les mette en place complètement. Et pour les mettre en place complètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire focaliser notre financement. Vous allez dire, il met du temps à venir à la finance. Tout ça, c'était pour vous parler de finance. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de parler de finance après, mais ça n'a pas d'importance. Nous devons effectivement accélérer notre financement à l'intérieur de la révolution industrielle numéro 4. Si on doit prendre un exemple, et là encore, la France est un très bon exemple historique. En 1871, peut-être ceux qui ont suivi des cours d'histoire un peu pessimistes parlant des défaites de la France, vous vous souvenez qu'effectivement, c'est la première défaite de la France contre les Prussiens, qui vont devenir l'Allemagne juste après. Qu'est-ce que font les Prussiens? Ils nous piquent l'Alsace et la Lorraine. Ils nous piquent l'endroit où on faisait de l'acier et du charbon. C'est-à-dire, normalement, les deux axes majeurs de la révolution industrielle numéro 1. Le but, ce n'était pas simplement récupérer du territoire, c'est de dire, alors là, on leur coupe les jambes aux Français. La puissance dominante d'avant, ils sont morts, c'est sûr et certain. Entre 1871 et 1914, qu'est-ce qui va se passer?
la France va compenser complètement en accélérant sur la révolution industrielle numéro 1 et même en lançant la révolution industrielle numéro 2 avant l'Allemagne. Pourquoi? Eh bien, effectivement, parce qu'à ce moment-là, tout l'argent, le capital, les lingots d'or qui dormaient sous les cheminées ou sous les lits en France sortent. Les gens disent il faut investir. Investir massivement dans cette société de demain. Quand on dit ça, ça n'est pas une décision politique. L'État, c'est pyramidal. L'État, dans cette période-là, était complètement affaibli par la grande défaite de 1871. Ce sont les citoyens français qui ont dit on y va, on finance, on croit dans le futur. Et à ce moment-là, dans le début du XXe siècle, la France devient la Silicon Valley de la révolution industrielle numéro 1. Quand aujourd'hui l'Europe se dit nous sommes en retard, ça ne fait aucun doute. Nous avons la capacité d'inventer ce monde de demain, ça ne fait aucun doute aussi. Nous avons des mathématiciens et nous avons des entrepreneurs, nous avons donc tout ce qu'il faut pour inventer le monde de demain. Le seul problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous n'y croyons pas. Et nous n'y croyons pas de manière très claire, c'est-à-dire que nous ne mettons pas notre argent là-dedans. Nous préférons mettre aujourd'hui en France notre argent dans des bons du Trésor qui vous rapportent moins 0,1% tous les ans, plutôt que d'investir dans notre futur. Parce qu'effectivement, ce que nous cherchons, c'est de la sécurité. C'est de l'absence de risque. Ah ben oui, mais si vous êtes là-dedans, alors à ce moment-là, vous n'allez pas être déçu. Parce que question risque, le dérèglement climatique et mon problème démographique, ça, il va vous péter à la figure. Si vraiment vous voulez commencer à régler le problème, il va falloir prendre un minimum de risque, c'est-à-dire changer le monde tel que nous le connaissons. Il n'y a qu'à foncer. La révolution industrielle est devant nous. Dans toutes les entreprises, toutes les activités, il va falloir penser la rupture et mettre de l'argent là-dedans. Ça n'est pas que là-haut que ça va se passer, c'est même là-haut que ça ne se passera pas. Ça n'est pas dans les grandes entreprises que ça va se passer parce que les grandes entreprises vont disparaître. C'est donc dans tout le tissu qui est autour de nous. Vous êtes boulanger, pensez la révolution industrielle numéro 4. Vous êtes médecin, pensez... Ah non, ça y est, vous y êtes dedans d'ailleurs. Là, je vous rassure tout de suite. Vous êtes dedans. Les médecins nous le disent tous les jours. Ah ben nous, on y est en plein dedans. Parce qu'effectivement, les robots vont remplacer une partie de ce qu'on fait. Mais est-ce que c'est grave? Non, non, parce que vous allez pouvoir être vraiment médecin et soigner vraiment les gens. Vous êtes en train de fabriquer des vélos ou vous êtes hôtelier, vous devez rentrer dans la révolution industrielle numéro 4. Inventer de la rupture sans arrêt. Si vous continuez à faire comme avant, c'est-à-dire vous gérez la continuité, par définition, vous allez disparaître. Et donc ici en Vendée, un endroit où on a su sans arrêt se réinventer, je suis absolument persuadé que la révolution industrielle numéro 4 va s'accélérer. Je vous remercie de votre attention.